of her feet. Oh my! Bonjour, bonsoir les amis et bienvenue sur un nouvel épisode de Beyond the Hoops. Aujourd'hui, on va vous proposer une petite discussion autour des plus gros trades des 10 dernières années. Mais avant qu'on démarre, pour tous ceux qui veulent soutenir le podcast, un petit like sur Spotify, Deezer, YouTube, un petit commentaire pour le référencement et bienvenue sur le podcast de Q-Basket. Alors, bon, on veut vous proposer peut-être en 2025 un peu plus de podcasts qui s'écoutent de manière un peu plus détente et qui sont des discussions autour de sujets qui nous plaisent et qui nous intéressent. Et on va commencer justement cette année avec une discussion autour des trades qui nous ont le plus hypé durant les 10 dernières années. On reviendra un petit peu dans le détail sur les contours de cette discussion qui va nous occuper pendant l'heure qui suit avec Ben et Paul que vous avez l'habitude d'entendre. Et puis je vais les saluer comme d'habitude. Salut Ben, ça va ? Bonjour messieurs et bonjour tout le monde. Bonne année, parce que moi j'ai pas encore fait de podcast depuis le début de l'année, donc on est le 9 janvier, mais on va dire que c'est encore possible de souhaiter la bonne année. Ouais, t'as raison, d'autant que je suis en train du coup de me rendre compte que hier avec Quentin, on a oublié de souhaiter la bonne année à tout le monde. Scandaleux. Du coup, licenciement pour moi. Du coup, je vais en profiter pour souhaiter la bonne année à tout le monde et pour souhaiter la bonne année à Paul qu'on accueille aussi. Salut Paul. Salut, bonne année tout le monde, bonne année à vous les gars. Bon, ouais, trop cool de se retrouver là. C'est clair, et on s'est dit en plus, Paul, ça te concerne parce que on s'est dit, vous avez l'habitude maintenant, on aime bien commencer les podcasts par une petite intro légère sur des sujets qui sont un peu plus légers que le sujet principal qu'on va traiter, et on s'est dit qu'on allait parler en 2 secondes de la grosse rencontre hier entre les Cavs et OKC, et du coup, forcément, je vais quand même commencer par Paul. Paul, est-ce que tu as kiffé cette victoire des Cavs contre OKC ? Vu que c'est une victoire, forcément, j'ai adoré. Si ça avait été une défaite, même si le match était incroyable, je pense que j'aurais pas fait le podcast, j'aurais été trop dégoûté. C'était un sacré match. Non, mais le match, ouais, franchement, j'ai rarement pris autant de plaisir devant un match de saison régulière depuis un moment, je pense. Franchement, le dernier que j'ai en tête comme ça, c'est un Lakers-Warriors entre LeBron et Curry où il y a 2 prolongations. Mais ouais, franchement, c'était trop cool. Tu vois, moi, le dernier match où j'ai eu la sensation d'avoir pris autant de plaisir sur un match de saison régulière, c'était le Cavs Warriors de 2017. Match de Noël. Ouais, le match de Noël avec la fin avec Kyrie Irving où j'avais vraiment pris un pied monstrueux. C'était assez exceptionnel en termes de propositions au basket avec notamment côté Cleveland une telle capacité à s'adapter vite aux propositions défensives d'OKC que moi j'ai trouvé ça assez génial quoi. Alors, franchement, c'était top. Ben, t'as kiffé toi ce match ? Ouais, franchement, alors moi je vais être honnête, j'ai pas eu encore l'occasion de voir l'entièreté du match parce qu'au moment où on enregistre, c'était la nuit dernière et contrairement à beaucoup d'auditeurs, je ne suis pas un chômeur, donc je travaille. Mais oui, de ce que j'ai vu, ça avait l'air assez impressionnant. Et puis en fait, ce qui est ultra intéressant avec les 2 équipes, c'est que, comme vous l'avez un peu évoqué, c'est que ce sont 2 équipes très fortes des 2 côtés du terrain. Du coup, tu es en recherche et en adaptation constante, que ce soit OKC offensivement et donc les Cavs défensivement, et inversement, ce qui donne des séquences lunaires sur les 4 côtés, quoi, attaque-défense des 2 équipes. Donc non, ça avait l'air d'être une très belle affiche, et on n'en a pas beaucoup parlé en dehors de leur début de saison tonitruant, mais les Cavs, ça commence à s'installer très très sérieusement comme une équipe que t'as pas envie de prendre, quoi. Paul, t'as vu le slogan pour le match, parce qu'ils avaient fait des maillots pour le match côté Cleveland, et je crois que le slogan c'était Let them know, c'est ça ? Ouais, mais ça fait un moment que le slogan il est ok. Il est présent. Ah ok, j'ai cru que c'était juste pour ce match, le Let them know. Non. J'ai trouvé ça très à propos sur ce match, le Let them know. Quand même, les Cavs qui sont en 32-4, 32-4, ça commence à vraiment pas rigoler. Paul a annoncé, je dis aux auditeurs quand même, Paul a annoncé après une semaine de saison régulière, que le record des Warriors allait tomber avec ces Cavs. Je suis encore dedans. Je suis encore plus que dedans. Ouais. Putain, ce con, il va le faire. Hein. Parce que 32-4, on commence à avoir peur s'il commence. La revanche, d'ailleurs, je crois, est vendredi prochain. Ah, ok. Ouais, dans une semaine à peu près. Ouais. Entre-temps, ils vont nous casser la gueule à New York. Ok, ici, mais bon, la routine, quoi.
Ah ouais, c'était. Puis sur Twitter, franchement, c'était un régal. Il y avait notamment le même avec, tu sais, le faucheur, enfin le fossoyeur là, qui passait Oui, oui, oui. devant les différentes têtes. Et donc, il passait devant les Knicks, il passait devant Boston, et il arrivait devant les Cavs, un peu comme s'il devait le tuer. Et la réponse de Cavs France, c'était une image avec un mec qui l'attendait avec un flingue derrière, à la porte. J'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça vraiment excellent. Bon, Ah, bref, elle est allez. bien celle-là. Juste un tout dernier truc sur le match que j'ai trouvé par contre très très bien. C'est pas du basket, enfin c'est pas du terrain, mais c'est la promotion qu'on a fait la NBA. Je trouve ils ont fait un très 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 bon travail promotionnel. Alors il y en a qui toujours des aigris qui disent oui c'est qu'un match de régulière, ça sert à rien d'être vendu comme ça. Mais au contraire je trouve que événementialiser certains matchs comme c'était le cas, c'est ce qu'il faut faire. Et là on a eu la chance d'avoir la réponse sur le terrain parce que si tu le vends comme ça et tu finis avec un moins 40 ou un plus 40 pour l'un ou pour l'autre, t'as l'air d'un con. Mais là c'était bien vendu, t'as eu un beau match. En tout cas, c'est un match dont on s'en rappellera au moins la prochaine année, quoi. Ouais, puis je pense que ça marche aussi pour les joueurs. Hein. Faire monter la hype, ça marche aussi de leur Oui, côté, tu vois, pour la faire fonctionner. Et je suis complètement d'accord. Il y a eu une bif entre JJ Redick et Barclay là, dernièrement, où en gros Barclay attaquait Redick. Pourquoi? Parce que Redick avait dit qu'une des raisons aussi de la chute des audiences, c'était que quand tu aimes la télé, qu'à chaque fois que tu aimes la télé, on te dit que le produit il est nul, bah t'as pas envie de regarder quoi. Et donc inversement, si t'allumes tes réseaux et que tu vois de partout que il va y avoir un super match et tout. Enfin, moi, je suis complètement là-dedans. Hein. Ce matin, j'avais hâte de me réveiller pour voir le match. Et c'est aussi parce qu'ils ont su faire monter la sauce durant toute la soirée et que c'était vraiment chouette à ce niveau-là. Je vous propose qu'on attaque le vif du sujet, messieurs, qui est notre draft. Donc on va essayer de vous présenter un petit peu le principe. C'est la première fois qu'on fait ça, donc n'hésitez pas à nous faire des retours. Et puis on ajustera, et puis peut-être que ça a même très bien fonctionné pour la première fois. On va vous proposer une draft, 4 trades par personne. Alors je ne vais pas être dedans, ça sera entre Ben et Paul, où ils vont vous présenter les trades qui les ont le plus hypés durant les 10 dernières années. Donc l'idée c'est vraiment de se baser sur, au moment où le trade se fait, quels étaient les trades pour lesquels vous aviez le plus de hype, et puis on discutera effectivement autour de pourquoi on avait autant de hype, à quoi ressemblait le joueur à ce moment-là, et qu'est-ce que ça a donné aussi quand même, c'est aussi important. Ça va messieurs, on démarre tout de suite sur cette petite proposition, et je crois qu'on s'était dit qu'on allait donner la voix à Paul pour le premier, Paul qui a eu l'idée d'ailleurs de ce petit concept. Et bah allez. Ouais, et en Eh ben, premier, du coup, moi j'ai choisi AD aux Lakers, donc à l'été 2019. alors attends, juste une petite question. Je pense que même si c'était pas. Juste une petite question. Quand tu prends AD aux Lakers, en soi, c'est ton trade le plus marquant ou c'est ton moins marquant de ceux que tu veux donner? Non, le plus marquant, ouais. Allez, ok, ça marche. Là, on commence par le numéro 1 direct. Allez, ça marche. Donc ouais, AD aux Lakers, même si je me rappelle quand même qu'à l'époque, médiatiquement, les Clippers faisaient un peu plus de bruit, parce qu'en fait, ils avaient pris 2 joueurs à ce moment-là. Paul George dans un trade, peut-être qu'on en reparlera, et Kawhi en free agent. Mais moi, j'étais ultra hypé par la signature d'AD aux Lakers. Même si sa saison juste avant, elle était un peu compliquée. Il y avait eu des blessures. Ensuite, enfin, on a vite compris que sa carrière aux Pels allait s'arrêter. Enfin, sa carrière aux Pels, son passage aux Pels allait s'arrêter à l'été 2019. Mais voilà, donc les Lakers, ils avaient donc signé LeBron un an plus tôt. On savait qu'ils avaient du cap space. On savait aussi qu'ils avaient des jeunes joueurs à envoyer dans le trade de AD. Et je trouve honnêtement que c'était un peu la deuxième option parfaite à côté de LeBron, AD, où tu as un playmaker, scoreur, option numéro 1 avec LeBron, et avoir un protecteur de cercle, parce qu'on savait que LeBron allait sur ses 35-40 ans à ce moment-là. Il avait peut-être déjà 35 ans, je sais plus. Et on savait que défensivement, ça allait devenir un peu plus compliqué. Et en fait, tu prends peut-être le meilleur, enfin, ouais, le meilleur rim protecteur de sa génération. Alors, peut-être pas le meilleur rim protecteur parce qu'il y a Rudy Gobert, mais en tout cas, le meilleur défenseur sur le poste 5, on va dire, avec KD. Et un mec, quand même, qui taffe grave en attaque. Je veux dire, ok, bon, il y a toujours eu un problème avec KD sur l'adresse longue distance, que ce soit à 3 points ou à mi-distance. Mais c'est quand même un sacré joueur, quoi. C'est un mec, c'est un tough guy, quoi, des deux côtés du terrain. Il n'hésite pas à aller au contact près du panier. Il y a quand même un gros volume en carrière. Il doit être à 25 points de moyenne, à peu près, peut-être un peu moins. Mais c'est quand même un mec qui produit beaucoup au scoring.
il a une grosse adresse au lancer franc en plus et il prend beaucoup de lancers. Donc, moi, j'étais très hypé par ce duo et je trouve honnêtement que c'est un duo all-time. Alors voilà, en termes de résultats, bon, il y a quand même une bague, hein, c'est sûr. Attends, moi, je reste un peu sur ma faim, mais je reste pas sur ma faim par rapport à la synergie des deux joueurs, parce que je trouve que quand tu les vois sur le terrain, même si c'est un peu moins le cas peut-être ces dernières années, avec l'émergence d'un Austin Reeves qui était beaucoup plus mis en avant dans le jeu des Lakers, mais il y avait une vraie synergie la première saison entre les deux. Il y avait des gros Lakers, hein, ils avaient fait une très bonne régulière, ils avaient gagné le titre. Et ouais, je pense qu'en termes de hype, c'est le trade qui m'avait le plus hypé. Parce qu'il faut se rappeler aussi qu'un an avant, les deux étaient dans le top 3 du MVP, hein, juste derrière Harden, qui avait fini 1 en 2018. Et je trouve on avait vraiment sur le papier un duo exceptionnel. Et on savait que si tu les entourais bien avec un ou deux rim runners, des 3&D et un meneur un peu gestionnaire comme ils ont pris avec Rondo, bah, ça allait gagner la bague. Et ils ont gagné la bague. Ils n'ont pas réitéré, mais parce qu'il y a eu des choix de Rob Pelinka qui étaient un peu bizarres aussi par moment. Mais il y a quand même eu un duo qui a super bien marché. Et en plus, sur le terrain, il y avait une vraie synergie entre les deux, quoi. Bah, c'était d'autant plus un trade qui a suscité de la hype qu'il a traîné en longueur. Ce trade, il a lieu en juin 2019. Pour rappel, hein, le trade, c'est Anthony Davis contre Lonzo Ball, Brandon Ingram, Josh Hart et trois premiers tours de draft. Sachant que dans les 3 premiers tours de draft, vu que c'était après la loterie, on savait qu'il y avait le 4e tour de la draft 2019 qui a été DeAndre Hunter, qui derrière a été tradé contre Atlanta, contre d'autres premiers tours de draft. Bon, peu importe, on va pas rentrer dans l'hyper détail. Mais effectivement, il y avait énormément de hype parce que ce truc, il a traîné en longueur. LeBron a commencé un petit peu avec Rich Paul à faire monter la sauce, je pense, dès janvier de cette année-là, alors que les Lakers tournaient pas si mal que ça. Mais ils ont commencé à faire tourner la sauce, que ça a été une espèce d'hécatombe côté Lakers parce que tous les jeunes étaient dans les rumeurs de trade et que du coup, forcément, ça a un peu impacté leur qualité terrain. Et donc, ça a permis de bien monter. Ben, toi, tu t'en rappelles de ce trade? T'avais été hypé aussi au moment de cette arrivée ou pas? Ouais, bah évidemment, quand tu as un joueur comme ça qui se retrouve de un dans les rumeurs de trade et qui de 2 se fait trade après, comme tu l'as dit, des mois de discussions, d'échanges avec plusieurs équipes, de retournement de situation avec notamment le first pick qui tombe à la Nouvelle-Orléans alors qu'ils étaient 8e ou 9e au potentiel pour l'avoir. Et comme par hasard, c'est l'année où il y a Zion. Enfin, tout était un peu aligné, devenait un peu mystique autour du trade d'Anthony Davis. Et moi, ce que je me rappelle surtout, c'est que les Lakers étaient en concurrence avec, entre guillemets, Boston C'est vrai. pour l'avoir. Mm. Il y avait beaucoup de trucs, de rumeurs qui tournaient. Et c'était à l'époque où Danny Ainge était encore général manager de Boston. Et il y avait toutes ces blagues qui arrivaient sur le fait qu'il voulait pas lâcher ses assets. Et tout le monde lui disait, mais si tu les lâches pas pour Anthony Davis, tes assets, tu les lâcheras jamais. Et donc, c'est un peu monté la sauce s'est un peu montée de tous les côtés. Et ça a fini avec le trade aux Lakers qui donne ce qu'on voit depuis plusieurs années maintenant, quoi. Donc, non, j'étais aussi très hype. Bon, on va peut-être en reparler plus tard. C'était le premier match de saison régulière, le fameux duel, la bataille de Los Angeles, qu'on a finalement jamais vu en finale de conf, quoi. Donc non, c'était bien sympa. Ouais, sachant que AD avait mis un peu la pression pour justement qu'il ne soit pas tradé à Boston. Parce que je crois que Rich Paul avait annoncé qu'il prolongerait pas Ouais, s'il qui ne allait à prolongerait Boston. pas, ouais, c'est ça. Et il me semble que son père aussi avait fait des déclarations pour dégommer un peu les Celtics. Et c'était un peu une façon de les démotiver. Année 1 d'ailleurs de ce projet-là qui avait été assez incroyable parce que l'année 1, elle est quand même dingue dans l'histoire des Lakers. C'est 2019-2020, c'est l'année du décès de Kobe, c'est l'année du Covid, c'est l'année du titre. Anthony Davis, en plus, il y a le buzzer beater contre Denver où il dit Kobe dans les airs et tout. Enfin, la première année de ce projet-là a été quand même assez dingo, quoi. Ça a marché tout de suite. Et la hype a bien suivi. Paul, je sais pas si tu l'as ressenti comme ça aussi cette première année, mais Ouais. Et est-ce qu'on est d'accord quand même que ce duo-là, avec l'effectif en question, donc dès la première année, il y avait quand même. Moi, j'étais plus optimiste sur eux que sur les Clippers, où j'avais quand même des interrogations, notamment dans leur raquette aux Clippers et sur le playmaking en général.
Parce qu'après, en 2020, je crois qu'ils prennent Ibaka et Rondo. Donc, après, ils n'ont pas fait grand-chose, Ibaka et Rondo, en playoff. Et puis, Kawhi a été blessé. Donc, ils avaient quand même pris des joueurs pour contrer un peu ses faiblesses. Mais moi, j'étais beaucoup plus hype, enfin, beaucoup plus, c'est un peu exagéré, mais j'étais plus hype sur ce duo des Lakers et sur cette équipe que sur les Clippers avec Kawhi et Paul George. Ah, moi, j'avais pas tout à fait la Ouais. même sensation à ce moment-là. Ouais, Moi, moi non j'avais, plus. ouais, moi, j'avais l'impression que, en fait, Paul George sort d'une saison qui est de Bah, les mémoire. deux, hein. Ouais, Les deux, hein. bah, Kawhi, il sort d'un titre. C'est quand même le Ouais. MVP Et des finales. Paul George, c'est la saison où il fait podium MVP, non? Ouais, C'est ça. ouais, exactement. Ouais, donc voilà, donc belle année, hein. Ouais, ouais, carrément. Mais par contre, en fait, en termes. Puis LeBron, il sort d'une saison, il a été pas mal blessé quand même. Et quand même, comme tu l'as dit, Paul, il a 35 ans. Donc on se demande si ça va pas commencer un peu à descendre. Donc moi, non, j'avais de la hype parce que j'étais super content que Anthony Davis rejoigne LeBron. Mais j'avais plutôt, tu vois, l'idée de me dire que les Clippers, c'était un peu plus fort ce qu'ils étaient en train de construire, quoi. Pour le coup. Ok, ouais, c'est intéressant. Et d'ailleurs, dans l'élément hype, ce qui est important, un autre élément qui est important sur ce trade, c'est LeBron qui passe enfin meneur de jeu. Parce que l'équipe des Lakers de 2019-2020, elle est quand même très particulière, hein. C'est une équipe hyper athlétique, hyper grande. Il vient aussi avec KCP et Danny Green. KCP devait déjà être là, avec Danny Green. Et ça donne une équipe qui, pour moi, l'équipe 2019-2020, c'est la meilleure équipe dans laquelle a joué LeBron James. Cette équipe des Lakers là, j'ai vraiment trouvé que Dans sa carrière? ouais, moi je trouve que c'est l'équipe qui a produit le basket le plus impressionnant, hein. Au moment où ça s'arrête, avant le Covid, ils sont de mémoire premiers de leur conf, ils sont vraiment très très bons. Et en playoff, ils sont exceptionnels, hein. Ah, il y a eu Ouais, des je suis pas saisons trop avec d'accord, Cleveland mais- et... Ouais, bon, je suis pas d'accord non plus, mais c'est encore un autre débat, ça, c'est... Je trouve qu'offensivement, il y avait vraiment des problèmes quand même. Ouais, je suis Il y avait des d'accord. problèmes de spacing. Je crois qu'ils n'avaient même pas terminé dans le top 10 des meilleures attaques sur demi-terrain sur la régulière. Après, défensivement, c'était très solide, ça c'est sûr. Il y avait KCP, Caruso, AD, Howard et Maggie qui t'a fait grave encore dans la raquette. Mais offensivement, ouais, je trouvais que c'est peut-être la moins bonne équipe dans laquelle il a joué parmi les équipes qui ont gagné la bague, tu vois, entre 2012, 2013, 2016. Offensivement, je trouve que c'est la moins talentueuse, c'est les Lakers 2020. Alors attention, hein, Je suis d'accord. les équipes de LeBron à Miami, l'attaque c'était franchement. Alors il y avait des bons ratings, mais c'était une attaque très statique, un peu particulière. Mais là où je suis d'accord avec vous, c'est qu'ils étaient quand même très dépendants de leur adresse extérieure. Parce que Danny Green et KCP, ça pouvait tomber dedans ou pas tomber dedans certains soirs. Mais quand ça tombait dedans, l'équipe elle devenait vraiment très très forte. Et durant les playoffs, c'est plutôt bien tombé dedans. Et ils font franchement, moi je trouve en plus que leur run de playoffs 2019-2020 est vraiment un run, pas d'une grande adversité, ça j'entends, mais dans la production de jeu qui était vraiment génial, quoi. C'est vrai, ouais. Et moi j'avais adoré cette équipe. Mais par contre, peut-être on peut redire un mot sur la suite, ce qui s'est passé après 2020, où effectivement ça a été un peu plus décevant, quoi. Ouais, bah après, je pense que il y a eu des choix qui ont été faits post-Covid où tu vois, ils ramènent du Montrezl, du Dennis Schroeder, où il y a eu des choses intéressantes, mais disons qu'ils anticipaient le fait que ça allait être compliqué niveau forme et qu'il allait avoir des blessures. Et donc, c'était pas l'effectif le plus playoffable. Après, bon, je pense que c'est une année où ils auraient pu aller au bout, hein, vu la concurrence qu'il y avait, mais Il voilà, démarre AD très s'était très bien, blessé hein. contre les Suns. Il démarre très très bien, hein, d'ailleurs. Il démarre Ouais, super ouais, bien, ils et font après un c'est les super blessures bon qui début les, de saison. ouais, c'est les blessures qui les cut un peu. Et puis sur le prolongement, ça a été quand même souvent les blessures qui les ont un peu cutés. Un peu, ouais. Est-ce que vous voyez d'autres choses à dire, messieurs, sur ce premier Non. trade? Eh ben, on donne la parole à Ben. Ben, ton pick. Ouais. Alors, j'hésite entre deux, mais je vais partir pour l'instant sur le plat du pied sécurité. Moi, je vais parler, on en a un peu évoqué, c'est le Paul George aux Clippers, qui est, en fait, maintenant que ça fait quelques années on va revenir dessus, mais les Clippers de Kawhi et Paul George sont la déception de ce début de décennie. Concrètement, on va être honnête. Mais au moment du trade, c'était hallucinant de hype, quoi. Les Clippers, ils sortent de toute la période Lob City où ça fonctionnait plutôt bien, mais pareil, t'arrives pas à aller au bout. Lob City se fissure complètement. T'as quelques années de transition qui sont pas mauvaises, mais pas très très bonnes.
et tu te retrouves avec un corps de joueurs très très intéressant auquel t'ajoutes Paul George et Kawhi. Bon, il y en a quelques-uns qui partent dans le trade de Kawhi, mais tu conserves ceux qui faisaient la réussite, dont les Montrezl, les Lou Williams, tous ces mecs-là, quoi. Et donc tu te retrouves avec, comme on l'a dit, enfin je parle du trade de Paul George, mais en vérité le trade de Paul George c'est Paul George et Kawhi. C'est juste que Kawhi c'est un free agent, mais ils sont arrivés à deux pour jouer à deux parce qu'ils voulaient jouer ensemble. Donc les deux fonctionnent ensemble. Et donc tu arrives avec Kawhi qui sort, comme vous le savez, de son année auréolée d'un titre avec une saison régulière de bonne facture, mais un run de playoff Il va peut-être revenir ce trade. stratosphérique. Ouais. Le run de playoff, parce qu'il y a tout ce qu'il y a autour du shoot, sur les Sixers, etc. Mais le run au complet. Je me rappelle de la finale de conf où ils s'étaient menés 2-0 contre les Bucks. Et après, c'était découpage sur découpage. Et on sort de OKC avec Paul George qui sort d'une excellente saison. Alors, surtout en régulière, je ne me rappelle plus les playoffs, mais c'est celle-là avec Damian Lillard. Ouais, je pense que c'est celle-ci, ouais, effectivement, Ouais. avec le Ouais, bye-bye avec le de bye-bye Lillard. de Lillard. Ouais, tout à fait. Donc, un souvenir un peu plus mitigé de ce côté-là, mais une saison régulière où on a vu Russell Westbrook lui laisser un peu plus les clés du camion. Il est troisième Et à donc, la course au MVP, Paul George, sur ouais, cette c'est saison. ça, Hein. voilà. Ouais, il Ouais, fait troisième. c'est ça. Donc une belle saison, et donc tu te retrouves avec un effectif qui semble assez complet et qui, on va revenir après, mais se fera en partie plombé par les blessures. C'est un trade qui, en plus, a deux éléments importants. Le premier, c'est ce qu'on voit quand même les Clippers pour avoir Paul George, c'est énorme. Hein. Ouais. Ils envoient Bah, Shai, Gallinari, Et, 5 et premiers, 12 pics, ouais. cinq Ouais, premiers c'est tours ça. de draft et 3 swaps. Ouais. Ce qui est quand même énorme. Les tours de draft sont devenus. Il y a eu Treman, il y a eu Jalen Williams, et après il y a des trucs qui ont rebougé. Mais il y a Jalen Williams en plus, il y a J-Dub. Ça veut dire que dans le trade, dans l'idée, tu fais Paul George contre Shai et Jalen Williams. Ouais, Ça et va, puis ça sent pas trop mal. il en reste encore des trucs. Parce que Ouais. le Miami Ouais. qu'ils ont de cette année, il vient de là. Hein. Et ils ont le Clippers de l'année prochaine, ça vient de celui-ci. Et ils ont le swap de cette année des Clippers, ça vient encore du trade de Paul George. Ils ont envoyé beaucoup trop de pics. Mais je trouve les gens un peu durs dans leur. Juste après coup, genre 3-4 ans après. Alors moi, j'étais le premier fan de Shai. Et je trouve que c'est un peu facile de dire, ouais, si c'était pas le truc à faire. Je pense qu'à ce moment-là, c'était quand même Non, je le suis truc d'accord, à ouais. faire, quoi. Je pense qu'on est d'accord là-dessus que de dire Oui, que. complètement. Et en plus, je pense que Kawhi, c'est pas sûr qu'il signe si il a pas la garantie que Paul George vienne sur un trade, quoi. Je suis d'accord. Ouais, d'autant que c'est tellement compliqué, en plus pour une équipe comme les Clippers qui a toujours été dans l'ombre des Lakers, donc qui a toujours eu du mal à attirer des joueurs et qui a une histoire quand même. Bon, il y a quand même le passage Chris Paul, Blake Griffin, mais si on sort de celui-ci, qui a une maigre histoire, c'est compliqué de passer à côté d'une vraie chance de construire une top équipe, tu vois. Et c'est là où le Thunder a été intelligent à l'époque, c'est qu'ils les ont déplumés parce qu'ils savaient très bien que c'était pas simplement, comme l'a dit Ben et comme vous l'avez dit tous les deux, c'était pas simplement prendre Paul George, c'était prendre un duo qui était sur le papier, vraiment en termes de niveau pur, le meilleur duo de la ligue. Pas de complémentarité, mais de niveau pur, le meilleur duo de la ligue. Ouais, je suis d'accord. Et c'est grâce à ça qu'ils ont réussi à les déplumer. Et aussi, ce qui est important de souligner, c'est que c'est vrai, a posteriori, la quantité envoyée paraît énorme, mais c'était de un, le prix de ces joueurs-là à ce moment-là, parce qu'on va peut-être revenir sur d'autres, mais les trades notamment de Westbrook à Houston, ils ont envoyé une tonne Houston a envoyé une tonne de picks, c'était hallucinant, quoi. Donc c'était le prix, et de deux, c'était des joueurs qui sortaient d'une saison au prime quasiment de leur carrière, mais qui étaient excellents depuis 5, 6, 7 ans. C'était pas des one hit under, quoi. C'était pas des mecs qui sortaient d'une saison, je sais pas, par exemple la saison de Victor Oladipo à Indiana, tu mets pas 5 tours de draft sur lui. Par contre, la Paul George, qui était un leader confirmé à Indiana, qui se trouve trade à OKC, qui devient, comme on l'a dit, candidat MVP, tu mets ta ligne, quoi. Tu t'alignes. Tu pouvais pas. Kawhi, c'était un peu plus prévisible, mais je pense que je me rappelle plus, mais Paul George à l'époque, c'était pas si injury prone que ça, je crois, en plus. Donc, à part sa grosse blessure, Ouais. bon, il peut pas grand chose.
de souvenirs, ça jouait beaucoup, ça jouait longtemps et tout. Donc, bon, ça a entre guillemets, mal fini, mais tu pouvais pas l'anticiper. Et il y a un dernier élément qui est important, tu l'as un peu esquissé, mais on peut quand même insister dessus. C'est la qualité de l'équipe qui rejoignent tous les deux. Ouais, franchement. Ouais. Qui est une équipe qui fait une année un peu étrange. On taxe souvent Doc Rivers pour ses qualités de coaching, mais il fait quand même une excellente saison avec un effectif très limité. Parce qu'en fait, il ne trade que Danilo Gallinari, qui en fait est un gros joueur de l'effectif, mais sorti de ça, Shai, ça reste un rookie, c'est un joueur qui sort du banc. Ouais. Il touche pas à Patrick Beverley, il touche pas à Montrezl, il touche pas à Lou Williams. Ils avaient déjà pris Ivica Zubac. Je pense que Landry Shamet bouge peut-être. Ouais. Bah, je crois pas, je suis pas sûr. Sinon, s'il bouge, c'est en cours de saison. Mais il était là au début de saison. Non, il est là, Landry Shamet. Eh ben, Landry Shamet bouge pas. Je pense que Jamichael Green bouge pas. Et Jamichael Green, je pense qu'il était dans le 5. Et cette équipe-là, est-ce que vous vous souvenez quel est son bilan? Bah, je l'ai sous les yeux. C'était sur 72 matchs? Non, 82 non, matchs. là, c'est sur une saison. 43 wins, un truc comme ça. Non Bah Ben, je te laisse, si tu l'as sous les yeux, je te laisse donner l'info. Ils sont en 49-23. Non, ça c'est la saison d'après. T'es sûr? Oui, la saison avant qu'ils Ouais, rejoignent, 18-19. Ah oui. ils sont en 48-34. Ok, oui, je croyais que tu me 48, demandais la ok. première saison avec. C'est une équipe. Ouais. Ils font J'ai pas compris la question. Ils font 8ème de conf, mais ils sont en 48-34. Ouais, et c'est rappelez-vous, ça, ouais. ils perdent 2-4 contre les Warriors au complet, parce qu'il n'y avait pas encore de blessés, de Durant, Klay Thompson et Steph Curry. Et je crois qu'il n'y a pas de blessés de mémoire à côté Warriors sur cette série. Ou peut-être un qui traîne. Mais enfin, c'est quand même une équipe en plus déjà faite, quoi. Donc c'est là où le trade était à la fois impressionnant et mémorable, quoi. Mais est-ce que justement, c'était pas un peu ça le problème avec ces Clippers, c'est que tu avais un peu deux équipes en une. Tu vois, tu avais d'un côté Ouais, c'est vrai. Williams et Montrezl qui voulaient un peu avoir leur respect, et ensuite tu avais Kawhi et Paul George qui sont arrivés, et c'est pour ça qu'ils se sont débarrassés assez rapidement après de Montrezl et de Lou Williams, qu'ils ont bien compris que ça fonctionnait pas. Et même si Lou Williams et Montrezl, ils avaient un vrai rôle en NBA à ce moment-là, ils étaient très intéressants, il y avait quand même des vraies questions sur leur rapport en play-off, dans des hautes sphères de play-off, parce que Lou Will, il défend pas, et Harrell, il défendait pas non plus, et en plus, Harrell, il stretche pas. Donc il y avait quand même des interrogations sur cet effectif, et même si c'est vrai que Paul George et Kawhi, c'était le duo two-way par excellence, parce que ils sont trop forts sur du scoring, ils shootent, et ils défendent super bien. Il y avait pas vraiment de playmaker entre les deux, et on l'a vu ensuite par la suite, et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils font le trade 4 ans plus tard pour James Harden, parce qu'ils se disent, en fait, il manque vraiment un playmaker. Ok, on a ramené Westbrook, mais il manque vraiment un playmaker dans cet effectif. Et il y avait aussi des questionnements un peu sur la raquette, parce que même si Zubac, là, il est en train vraiment de faire une bonne saison, il devient un très bon pivot en NBA, avec un contrat en plus qui est plutôt intéressant. À l'époque, c'était un peu le seul intérieur, il n'y avait pas grand-chose d'intéressant, et il y avait des questionnements aussi sur leur raquette, quoi. Bah, le duo Louis-Harrell, en tout cas, était intéressant à partir du moment où tu avais besoin de scoring. Mais à partir du moment où tu avais Paul George et Kawhi, tu avais beaucoup moins besoin de scoring et donc leur profil était tout de suite moins intéressant. Après, la première saison, elle fonctionne quand même plutôt bien, parce qu'ils font 49-23. Ce qui était ressorti de la bulle, il y a quand même eu, je crois, le podcast de Paul George où il en avait parlé. Ce qui était ressorti de la bulle, c'est que l'équipe n'a pas bien vécu la bulle. C'est-à-dire qu'elle n'a pas réussi à, comme d'autres d'ailleurs, elle n'a pas réussi à cliquer durant la bulle. Et puis après, les années suivantes, il y a quand même eu des énormes problèmes de blessures, quoi. Qui ont un peu limité tout ça, quoi. Oui, parce qu'en 2021, si Kawhi se blesse pas, ça va peut-être au bout, c'est sûr. Bah, en 2021, oui, c'est quoi, il faut finale de conf contre Phoenix, c'est ça, hein. Ouais, où Kawhi est pas là, et il était même pas là sur la fin de série contre Utah, où Paul George fait une grosse fin de série, et ils vont gagner contre Utah, qui avait un meilleur bilan en régulière que sans Kawhi, quoi. C'est vrai que c'était plutôt bien. Ouais, c'était Batum d'ailleurs, cette équipe. Ouais, c'était plutôt pas mal. Est-ce que vous voyez d'autres choses à dire sur ce trade, ou est-ce qu'on redonne la parole à Paul pour un 3e pick? Moi, c'est tout. Non, moi c'est bon. Allez, c'est bueno. Eh ben, Paul, on te laisse la parole. Alors moi, en 3, j'ai mis KD aux Suns. Je crois que c'est début d'année 2023, si je dis pas de bêtises. Et je l'ai mis en 3 parce que je trouvais quand même que les Suns, ils avaient fait une finale NBA en 2020-2021 avec Chris Paul, Booker et tous les jeunes joueurs. Ils avaient fait un super bilan en saison régulière de 64 ou 65 wins, je sais plus. Je crois que c'est 64. Où ils se sont complètement chiés dessus face aux Mavs en demi-finale de conf. C'était quand même assez violent.
on sentait qu'il y avait un truc qui était un peu. Enfin, ouais, qu'il y avait un truc mental qui manquait un peu à cet effectif, où Jay Crowder il avait fait la gueule, il demandait à partir, ou des choses comme ça. Et il y a l'opportunité de Kevin Durant qui arrive à la deadline, et ils se mettent dessus. Et sur le papier, un trio Chris Paul, Booker, KD, c'était quand même ultra impressionnant. Et c'était un peu mon rêve à une époque, quand Chris Paul était aux Clippers, de le voir avec KD. Mais parce que tu as quand même deux des meilleurs joueurs all-time sur du mid-range, quoi. Enfin, c'est n'importe quoi. En plus, Booker, il est pas trop mauvais non plus sur du mid-range. Mais j'étais très hypé par ce trade. Et je trouve ça dommage, même si, ok, Chris Paul, il avait un gros contrat, mais tu vois qu'il les trade contre Bradley Beal, je trouvais qu'il y avait quand même des choses intéressantes à continuer encore avec ce trio-là. Finalement, on les a vus juste contre Denver en demi-finale de conf, et encore, Chris Paul s'est blessé. Donc, mais juste avant qu'il arrive, KD, il fait quand même encore des grosses saisons à Brooklyn, même si c'est des moitiés de saison régulière, parce qu'il joue que 50 ou 30 matchs. Il a quand même encore un super niveau. Je veux dire, juste après sa grosse blessure avec les Warriors, il fait encore des très bonnes régulières. Il fait une superbe série de playoffs contre les Bucks. Donc, tu as encore un joueur, je pense, qui est top 5, meilleur joueur du monde. Allez, peut-être top 6, top 7. Donc, il y avait beaucoup de hype. Et alors, ils ont envoyé. Moi, je trouvais à l'époque que c'était un trade à faire à ce moment-là. Ils envoient Bridges et Johnson, mais ça va, quoi. C'est pas non plus. Je trouve que ça vaut KD. Ils envoient aussi des pics. Bon, normal, fallait envoyer des pics. Mais il y avait beaucoup de hype sur ce trade, sur ce trio, notamment Chris Paul, Booker et KD. Et malheureusement, on les a vus que 6 mois. On les a pas vus une saison de plus. Mais individuellement, c'était très hypant en termes de jeu aussi. Et voilà, quoi, ça n'a pas donné grand-chose par la suite. Juste pour rappel, hein, le trade, les Suns envoient 4 premiers tours de draft, 2023, 2025, 2027, 2029. Et à mon avis, ils seront très contents d'avoir les picks des Suns en 2029, mais peut-être même déjà dès 2025, vu la tête de la saison des Suns. Ouais. Michael Bridges et Cameron Johnson, effectivement. Et c'est un trade à 4 avec les Bucks et les Pacers. Je ne vais pas dans le détail de ce qu'ont eu les Bucks et les Pacers, mais juste pour dire qu'en plus de ça, ils ont réussi aussi à obtenir 2 second tours de draft de Milwaukee, en plus les Nets. Avant de laisser la parole à Ben sur ce trade-là, j'ajoute quand même que c'est presque plus qu'un trio. Au moment du trade, on est presque sur un quatuor, hein, parce que DeAndre Ayton est quand même vu comme un border top pivot. C'est pas vu comme un top pivot, mais c'est vu comme un border top pivot. C'est comme un pivot qui, dans un trio, t'a amené en finale NBA avec des vraies qualités. Il y a le début de la descente de DeAndre Ayton, mais certains disent même que c'est un quatuor, quoi. Ben, t'en avais pensé quoi de ce trade, toi? Bah pareil, oui, j'étais assez hype. Alors, peut-être un peu moins sur cet aspect trio quand même, enfin trio voire quatuor. C'était que on sentait quand même que Chris Paul c'était plus proche de la fin que du début, quoi. C'est un peu ce qui a motivé aussi le trade, c'est qu'il avait plus comment dire, la capacité à autant prendre des choses en main que 2-3 ans auparavant. Donc je trouvais que le transfert tombait à pic parce qu'il y avait un peu le fantasme déjà qu'il y avait eu autour de Booker qui prend de plus en plus la balle en main, donc potentiellement le décaler au poste de meneur pour avoir un scoreur finisseur ultime avec KG. Donc ouais, c'était un trade qui était assez hypant. Après, moi, pour le coup, la demi-saison qui a suivi m'a fait un peu redescendre rapidement en hype parce que je crois qu'ils jouent genre 5 ou 6 matchs en régulière ensemble. Voilà, Ben me fait avec les doigts 8 matchs. Donc ils jouent 8 matchs ensemble. Donc t'es un peu, comment dire, je sais pas, j'étais rapidement en train de me questionner sur comment ça pouvait fonctionner. Est-ce que les jeter dans le bain des playoffs directement, c'était une bonne chose? Et puis après, tu as tout l'été qui est passé avec, comme Paul l'a évoqué, Chris Paul qui se fait dégager, etc. Donc moi, la hype est pas restée hyper longtemps, quoi. Il joue effectivement 8 matchs. De mémoire, sur les 8 matchs, je me demande s'il n'y a pas 7 victoires ou 8 victoires par contre. Il me semble que le résultat Ouais, était. c'était violent. Ouais, je crois que c'était assez impressionnant avec des grosses marges à chaque fois. Et on avait vraiment la version de KD qui, à mon sens, est sa meilleure version. C'est-à-dire
le vrai pur finisseur qui prend pas grand chose en main et qui est juste là pour terminer les actions. Effectivement, c'est bien ça, c'est 7 victoires pour une défaite sur ce passage-là. Non, je vous dis n'importe quoi, c'est 8 victoires. 8 victoires, pardon, sur le passage. Donc à chaque fois qu'ils ont joué, ils ont gagné. Alors, moi, moi, le trade m'a hypé pour une chose. J'aimerais avoir votre avis. C'est parce que il y a un truc avec ce trade qui est KD rejoint encore une top équipe. Et tu vois, moi, il y a eu le passage au KC, où au KC, ça s'est pas très bien terminé quand même. Avec, je sais pas si vous vous rappelez, mais la fin au KC, c'est Mr. Unreliable quand ils perdent contre Golden State. Ils perdent de 3-1, puis il va à Golden State. Choix de carrière un peu facile, on va dire. Après, il va aux Nets dans un truc où il construit un effectif qui, peut-être qu'on reviendra d'ailleurs sur un ou deux trades là-dedans, qui est l'effectif peut-être le plus impressionnant qu'on ait jamais vu en termes de pouvoir offensif. Ça marche pas. Et il fait le forcing pour joindre les Suns et refaire un espèce de trio, quatuor, enfin, une nouvelle fois dans une équipe de mastodonte, t'es dingue. Et moi, j'étais un peu hype en mode, voilà, s'il se plante encore, ça fait un peu beaucoup. Et donc, comme je suis pas un grand fan de Kevin Durant, l'idée qu'il puisse encore se planter me tentait, et j'avais pas trop de doute sur le fait qu'il allait se planter en plus. Donc j'étais un peu hype pour cette raison. Je sais pas si cette dimension, vous l'aviez aussi. Bon, on n'est pas des Ouais. rageux, donc non, ça. Ah, mais attends, Ça- Paul, il a ça- dit ouais, hein. Paul, il a dit ouais. Non, mais c'est pour ça que moi, je l'ai pas dans le top 2, parce que déjà, ouais, en termes d'âge, Chris Paul et KD, ils avaient déjà 35 ans. Donc tu savais qu'il fallait rajeunir l'effectif sur un trade de DeAndre Ayton ou un truc comme ça. Enfin, DeAndre Ayton, il était plutôt jeune, mais il fallait trouver un peu de jeunesse à côté. Après, c'est vrai que la hype, comme l'a dit Ben, elle a pas du tout duré longtemps. D'ailleurs, moi, je suis complètement sorti de la hype quand ils trade Chris Paul pour Bradley Beal. Et en plus, Ayton, je crois que le même été, en plus, ils font Ayton Ouais, Nurkic. exactement, ouais. Moi, je suis complètement sorti du truc à ce moment-là. Même si je les voyais quand même, pour moi, c'était quand même une équipe qui pouvait faire top 3 facile de leur conf en régulière. Mais bon, là, cette année, c'est vraiment catastrophique. Ils sont même pas dans le top 10 pour l'instant. Mais ouais, je suis assez d'accord. Après, c'est vrai qu'il y avait aussi un problème de contrat où Chris Paul, il était beaucoup payé. Donc, tu te disais, bon, il faut quand même des role-players. Là, les bons role-players, ils les ont sacrifiés. Donc, comment est-ce qu'ils vont réussir à récupérer des role-players? Et, mais je reste quand même. Enfin, tu vois, je trouve que sur les playoffs 2023, c'est quand même l'équipe qui a causé le plus de soucis aux Nuggets, si je dis pas de bêtises. Alors même que Chris Paul était un peu blessé et qu'il n'était pas à 100%, sans que KD fasse des énormes playoffs. Donc il y avait quand même des choses intéressantes dans cet effectif. Parce qu'il y a un mec qui a Mais marché sur l'eau. Hein. Sur ouais, cette série, il y a un mec qui Booker, marche sur l'eau, c'est Booker. Booker sur cette série, Ouais. il est. Waouh, c'est spectaculaire. Hein. D'ailleurs, je pense qu'il a bien plongé dans l'eau depuis, parce qu'on l'a toujours pas revu, quoi, ce Booker. Et tu sais, Mais ouais, c'est pour ça que je le mets pas au-dessus, parce qu'il y avait quand même beaucoup plus d'interrogations que les deux premiers qu'on a cités. Booker, sur les deux matchs qu'il gagne contre Denver, il prend, sur l'ensemble des deux matchs, il prend 43 tirs. À votre avis, il en manque combien? Il met 36 et 47 points, il prend 43 tirs. À votre avis, il en manque combien de tirs sur les 43? Il en 7. manque 6. Ouais, 6-7. Ouais, on n'est pas loin. Il en manque 9. 9. Ouais. 9 tirs sur 43. C'est un des trucs les plus dingues que j'ai vu moi dans ma vie. Hein. Ouais. Les deux matchs de Devin Booker là où il était complètement sur l'eau. Ouais, il y avait une vraie hype autour de. Moi, je trouve que j'avais une vraie hype autour de l'association Booker-Kevin Durant sur deux profils de solistes. Et il y a eu des passages où tu t'es dit, waouh, putain, c'est quand même un espèce de truc insoluble. Mais je pense qu'il y a aussi un dernier élément moi, que je mettrais sur la contrepartie de la hype qui faisait que j'en avais un peu moins, c'est que KD arrive blessé de mémoire. Ce qui, bon, un joueur qui arrive blessé, c'est pas le truc le plus hypant du monde. Et on sait qu'ils vont avoir peu de temps pour se préparer pour les playoffs. Et donc, c'est un coup qui est plutôt à venir pour l'été d'après, quoi. Mais forcément, un trade de Kevin Durant dans une grosse équipe, c'était forcément quelque chose à minima à citer. On poursuit, messieurs. Je sais même plus combien on en a donné. On en a donné 2, 3 On a 3 là. Là, on est au 4ème. Et Donc, c'est moi. c'est ton tour. Bah, vas-y. Alors, je vais peut-être vous surprendre. On va voir si vous l'aviez haut. Parce que moi, il y a un trade qui commence à dater un peu, qui m'a complètement hype. J'étais dans le train à 3000%. Et mon train a déraillé
malheureusement beaucoup trop vite. DeMarcus Cousins aux Pelicans. Ah, j'ai pas J'étais pensé à celui-là. J'étais à 3000% dans le train de Marcus Cousins qui marchait sur l'eau depuis des années aux Kings, un peu le roi sur couronne, c'est bon moment de le dire, qui rejoint Anthony Davis, qui est un peu son pendant, mais plus sage de l'autre côté, où tu réussissais pas trop à comment dire, à profiter comment dire, de son niveau pour performer, qui se retrouve dans une raquette de Twin Tower au moment où le small ball est au maximum du maximum. En même temps, sur les lignes arrière, tu as les deux chiens fous, Jrue Holiday, Rajon Rondo. Non, franchement, j'étais très, 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 très hype. Et le pied, je crois que c'est le tendon d'Achille de DeMarcus Cousins qui pète quelques semaines après, m'ont complètement dévasté au moment où ça s'est. Juste pour rappel hein, sur le trade, alors j'essaie de retrouver en même temps. Ben, peut-être tu Tu t'es veux noté. la contrepartie? Moi j'ai Buddy Hield, Tyreek Evans, Ouais, Langston Galloway, c'est ça. un premier tour de draft 2017 et un second tour de draft 2017. C'est ça. Donc le premier tour devient Zach Collins. Sachant que DeMarcus Cousins était en fin de contrat de mémoire et qu'il y avait eu un petit embroglio parce que Vlade Divac qui était le general manager à l'époque des Kings avait annoncé devant la presse qu'ils étaient proches d'un accord avec Cousins sur un contrat max et je crois que Cousins n'avait pas très bien pris le trade parce que en fait il lui avait dit devant lui on va te signer un contrat max et dans le dos il l'avait trade quoi. Ouais, Et ouais, qu'il c'est un avait peu ça. pas trop aimé. Tu y avais pensé Paul à ce trade ou pas? J'avais pas pensé moi. Tu sais que j'avais même pas pensé dans mes mentions. Ah ouais, j'avais complètement zappé, ouais. Ouais. Ah ouais. DeMarcus Cousins aux Pelicans. C'est un trade qui est rigolo parce que cette équipe, elle a eu du mal à avoir une stabilité parce qu'il y avait quand même des problèmes de spacing. Il y a un peu un mythe hein, autour de cette équipe. Elle a jamais vraiment marché, hein, on est d'accord? Non, oui, oui, Même oui. sans blessure, ça a jamais trop fonctionné. Ils Bah, étaient un peu bancals. c'est pour ça, juste pour préciser, au moment où on discutait un peu de l'émission, euh, on a précisé que c'était au moment de la hype. Bien Il sûr. est passé de fin fond de mention à très haut. Parce que moi, c'était vraiment la hype ultime. En fait, je voulais voir ces deux mecs jouer ensemble pendant des mois et des mois. Parce que ben, je me rappelle de quelques flashs qu'il y avait, surtout bah, offensivement, parce que DeMarcus Cousins, c'était d'autant plus offensif. C'était hallucinant de ce que je me rappelle. Ouais, et puis il y avait notamment la deuxième saison de mémoire où Oui, 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 c'est pour le celle-là où coup il se blesse. ouais et pour le Ouais. coup c'est vrai que ça fonctionnait pas trop mal. Et en plus c'est une équipe un peu baroque qu'ils avaient fait. Alors je me rappelle plus qui était le cinquième joueur du 5, mais ils étaient accompagnés de Marcus Cousins et Anthony Davis, de Rajon Rondo et de Ouais, et Jrue Jrue Holiday. Holiday. Et de Jrue Holiday. Ouais, c'est celui-là. Ce Bah, qui est... c'est juste quand il se blesse, DeMarcus Cousins, c'est la fameuse série de playoffs où Jrue Holiday, entre guillemets, c'est le daron de Westbrook. Et c'est DeMarcus Cousins qui est blessé. Et donc, il passe un tour de playoffs sans DeMarcus Cousins, quoi. Et je crois que dans ce tour de playoff, Rajon Rondo, on a le Rajon Rondo playoff et qui est exceptionnel Non, mais pendant un temps. exceptionnel. Ouais, c'est ça. Hein. Et qui arrive même à compenser les problèmes de spacing, comme ça. Paul, t'en as quel souvenir, toi, de cette association entre les deux? Bah, moi, je me rappelle quand même que les ratings de la raquette Davis-Mirotic sur cette fin de saison, enfin sur cette saison-là, ils étaient bien meilleurs que les ratings avec Davis et Cousins sur le terrain. Et d'ailleurs, je pense que la configuration parfaite, c'était un peu Davis sur le poste 5 avec un stretch fort. Parce que je me demande s'ils défoncent autant les Blazers à qui ils mettent 4-0 s'il y avait des Marcus Cousins à ce moment-là. Bah, Je sais plus si vous vous en Juste, rappelez, mais excuse, je suis juste devant le roster. Le cinquième, c'est Étoile Mort. Étoile Mort, qui était tout petit, qui ah ouais, défendait ça date. pas. Ouais, c'était compliqué, ouais. Et mais moi je suis complètement d'accord avec toi Paul parce que en fait c'est à ce moment-là aussi on s'est rendu compte qu'en fait je sais pas si vous vous rappelez mais c'est le moment où on se rend compte qu'Anthony Davis en fait doit jouer 5 et pas 4 Oui, oui, oui. Ouais. et qu'en fait c'est un peu un cheat Ah, code non. en 5 et qu'en fait son shoot sera pas viable pour un 4 et qu'il faut définitivement le passer dans la raquette. Peut-être juste avant de passer au cinquième, vous gardez
quelle affection, quel souvenir de Demarcus Cousins vous? Moi, je l'adorais. J'aimais trop. Je sais pas, il y a des fois, tu sais, t'as des mecs un peu. Je sais pas pourquoi t'accroches avec eux mentalement dans le jeu et tout. Tu sais qu'ils ont beaucoup de défauts. Tu sais que c'est pas les mecs les plus, comment dire, simples à entourer, ni les mecs les plus dans le comportement les plus, comment dire, les coéquipiers modèles. Mais il y a un truc qui match. Et moi, DeMarcus Cousins, j'ai toujours eu ça avec lui. C'est ton côté Knicks. Et toi, Paul? Ouais, moi, enfin, je trouve il était trop cool à regarder. Genre les highlights de Demarcus Cousins le matin quand tu te levais et qu'il posait un 40-20-10, c'était trop cool. Mais j'ai jamais aimé le joueur. Après, c'est peut-être lié à sa situation aux Kings aussi, c'est vrai qu'il est mal tombé. Après, bon, il avait jamais le bon comportement aussi sur le terrain. Ouais, c'était un Et fou les du fautes bus, hein. techniques, c'était Ah tous oui, les deux matchs. ouais, c'était un vrai. Ouais, c'était un bon Et collègue du bus, des fous du bus, hein. ouais, Ah mais non. bon souvenir quand même, c'était un bon joueur. Ouais, c'était un joueur agréable à regarder. On passe au 5e? Allez, Allez, Paul. en 5, moi j'ai le trade de Kawhi à Toronto en Ouais. 2018. Ah ouais, quand même. Euh, J'étais très hypé parce que je me rappelle quand même de ces playoffs 2016-2017. Et alors, je sais plus si, ouais, ils gagnent contre les Rockets en demi-finale face aux Rockets de Harden qui étaient quand même très sérieux à ce moment-là, qui étaient limite favoris, les Rockets, parce que Harden a été quand même top 2 du MVP, il aurait pu être MVP. Et Kawhi avait fait une série très forte. Et je me rappelle de ce Game 1 aussi en finale de conf contre les Bien sûr, Warriors, bien où sûr. il tient tête et il se fait Exceptionnel. blesser par le grand Zaza Pachulia. Et ensuite, ils se sont sweepés parce qu'il n'y avait rien à faire. Mais j'étais très hypé parce que j'aimais beaucoup Kawhi. Et je trouvais que c'était le joueur parfait dans ces Raptors, où il y avait déjà de la continuité, il y avait des finales de conf. Mais il manquait voilà, un vrai franchise player, parce que quand tu regardais DeRozan, tu sentais quand même qu'il y avait un problème. Et d'ailleurs, les on-off ont toujours été négatifs avec DeRozan sur le terrain. Et pour moi, c'était un peu le joueur parfait dans ces Raptors. C'est-à-dire le joueur un peu plug and play des deux côtés du terrain. Et j'étais beaucoup plus haut que la moyenne, je me rappelle à ce moment-là. C'est pour ça que je le mets 5, mais je le mets pas plus haut et j'expliquerai pour une grosse raison. Euh, J'étais beaucoup plus haut que la moyenne sur les Raptors parce que j'adorais l'effectif en fait. Parce qu'il y a quand même aussi Danny Green qui arrive dans le trade pour équilibrer les salaires. Et t'avais une rotation à 7-8 joueurs. Laurie, Green, Kawhi, Ibaka, et ensuite t'as Gasol qui est venu à la deadline. Et t'avais encore Siakam sur le banc, le début de Fred VanVleet. Enfin, c'était un effectif vraiment mais trop cool. Des deux côtés du terrain, trop fort. Ils font top 5 attaque, top 5 défense sur la régulière, alors que Kawhi joue que 60 matchs. Et bon, après, il y a cette série incroyable contre Philly. Il y a une superbe série aussi de Kawhi contre les Bucks. Et les finales qui gagnent, même si ouais, les Warriors étaient blessés. Mais je trouvais que c'était vraiment une superbe équipe. Et j'étais très hypé par Kawhi aux Raptors. Maintenant, la vraie raison pour laquelle je le mets pas dans le top 4, c'est parce que il lui restait qu'un an de contrat. Et franchement, on sentait tous Ouais. qu'il allait se casser des Raptors et qu'il allait pas prolonger. Il y a eu des trucs avec son oncle où son oncle il sortait. Enfin, il y avait des vidéos qui sortaient sur Twitter comme quoi son oncle il disait ouais, il va jamais prolonger, même s'il gagne le titre, etc. D'ailleurs, juste avant qu'il soit trade, il y avait quand même un journaliste, je sais plus quel, qui avait dit Kawhi va tout faire pour empêcher son trade à Toronto. Donc tu savais quand même que c'était juste une location d'un an. Mais bon, on sait jamais. Et moi, j'étais quand même très hypé par la saison en question et par cette équipe des Raptors. Moi, ce que je me rappelle sur ce trade, c'est. Bon, déjà, les gars, il faut qu'on dise un mot quand même quand même, cette fin de saison 2017. Enfin, c'est pas rien, c'est-à-dire quand les Spurs vont en finale de conférence, en fait, Kawhi fait un premier tour contre Memphis où il est extraordinaire. Le deuxième tour, contre Houston, mais tu as raison, contre Houston, il est bon. Et je crois qu'on avait tous eu un peu cette sensation dans le premier match contre les Warriors, qui nous paraissait imbattable, hein, les Warriors, qui était putain, mais en fait, peut-être que les Spurs peuvent le faire. Et pourquoi peut-être que les Spurs peuvent le faire? Parce qu'en fait, ils ont peut-être le meilleur joueur du monde, en fait. Il y avait cette sensation de, en fait, Kawhi est peut-être en train de devenir le meilleur joueur du monde. Ouais, c'était un peu
s'il y a un mec qui peut le faire, c'est lui, quoi. C'est Ouais. tout. Il y a personne d'autre. Et dans un duel avec KD en plus, qui était, Ouais. qui était le MVP des finales, etc., etc. Et puis sur la première mi-temps, on voit clairement qu'il est plus fort que lui, quoi. Et donc forcément, c'était incroyable. Derrière, il y a un an où il joue pas du tout. Avec en plus les trucs avec Tony Parker, qui sa blessure, est-ce qu'il peut jouer, est-ce qu'il peut pas Ouais. jouer. C'était pas simple. Alors, moi, j'avais un côté hype, un côté pas hype. Et comme toi, je l'aurais pas mis dans un top pour ces deux raisons. J'avais un côté hype parce que, quand même, à ce moment-là, on se dit, ok, il a pas joué depuis un an. Mais la dernière fois qu'on l'a vu jouer, c'était peut-être le meilleur joueur du monde. Et bon, c'est le meilleur joueur du monde qui bouge, quoi. Donc c'est quand même pas rien. Et un côté pas hype qui était, ouais, mais enfin, moi, il a pas joué depuis un an. On n'a aucune idée de son niveau physique. On n'a aucune information. Ça se trouve, il va même pas jouer. Il y avait même un truc, on s'était dit, ça se trouve, il va même pas jouer. Donc dans le fond, écoute, il y avait un truc un peu, c'est cool comme trade, mais on verra bien, quoi. Et puis en plus, il y avait quand même une petite peine au cœur parce que c'était une belle histoire Kawhi aux Spurs. Et je trouve qu'il y avait une petite peine au cœur de le voir partir. Juste dernier élément hypant, après je laisse la parole à Ben, mais juste dernier élément hypant, il y avait aussi le trade de DeRozan aux Spurs. Au moins, j'ai souvenir de pas mal de gens qui disent bon, ils s'en sortent pas si mal les Spurs, et bon, DeRozan dans le système Spurs, ça peut être intéressant avec Aldridge. Pourquoi pas, quoi. Ben, t'en avais pensé quoi, toi? Alors moi, j'étais quand même moins hype que vous. Alors, pas de là à le sortir du top 8, je pense, mais en fait, le truc que moi je me disais, c'était oui, la dernière fois qu'on a vu Kawhi, c'était potentiellement le meilleur joueur du monde, mais comme tu l'as dit, il y a eu un an qui s'est passé, et au moment où il y a le trade, quelques jours ou avant ou quelques jours après, bref, c'est le moment où DeMarcus Cousins il signe aux Warriors, et Ah, tu ouais. te retrouves avec une équipe qui, sur le papier, semble imbattable. Imbattable. Vraiment, personne aurait mis une pièce avant la saison sur un autre champion que les Warriors. En plus de ça, comme Paul l'a un peu évoqué, il y avait cet aspect où tu savais déjà, tu sentais déjà que dans un an, il partait ailleurs. Il y avait déjà toutes les rumeurs, il y avait les. Est-ce que c'était plus les Clippers, est-ce qu'il allait rejoindre les LeBron aux Lakers, tous ces trucs-là sur les deux équipes de LA. Donc, j'étais hype parce que c'était une bonne équipe qui recrutait un bon joueur, mais j'ai très peu cru dans ma carrière dans ma carrière, oula, dans ma, dans ma vie au truc de carrière, de location de quelques mois, un an. J'ai toujours pensé qu'il fallait un petit peu de temps pour installer un roster qui fonctionne. Du coup, quand le trade arrive, je me dis, bon, il va rester là un an. Ils vont peut-être faire une demi-finale de conf, une finale de conf. Avec un peu de chance, ils vont en finale. Mais bon, ils vont en finale, ils se font casser la gueule 4-1 et puis ils rentrent chez eux, quoi. Et donc, j'étais pas si hype que ça. C'est peut-être. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors, on n'a pas réfléchi à un ranking de ça avant, donc je vais pas vous demander de faire un ranking, mais je pense que si on fait la liste, je serais pas surpris qu'on se dise que c'est le plus beaucoup de GM de l'histoire. Oui, Parce je suis que d'accord. le niveau de couille qu'il faut de la part de Masai Ujiri pour lâcher ça, qui est quand même DeRozan, c'est l'image de la franchise quand même. Pour un mec qui est là que pour un an, enfin je trouve quand même qu'il y a un vrai panache quoi dans ce trade quand même. Et moi j'avais adoré ça. Vous voyez d'autres choses à dire sur ce trade ou pas? Non, je Eh crois ben, qu'on Ouais, a, non. on a tout fait. Ouais. Ben numéro Juste, 6. Masai Ujiri qui vit sur ce trade depuis, qui a C'est rien pas fait faux, ouais. depuis, C'est pas faux, qui ouais. maintenant, C'est pas maintenant faux. il est en vacances. Si, il a, Euh, il a, il a le mérite d'avoir donné un contrat max à Scotty Barnes. J'adore Scotty Barnes, mais c'est peut-être un peu beaucoup. Beaucoup d'argent à Emmanuel Quickly qui il joue nous a jamais. bloqué Quigley, putain. Ouais. Ouais, pas Bref. facile, ouais. Allez, Ben. Du coup, moi j'hésitais entre deux. Là, mais je vais quand même partir après la surprise des Marcus. Je vais partir sur l'évident et on va parler de Harden à Brooklyn, Ah oui. qui quand même. Oui, mais arrête de dire ah oui, on a bordel, on va pas faire un classement classique. Faut mettre un peu de sel. Euh, ouais, donc oui, bah Harden à Brooklyn. Alors j'ai plus tout le contexte, à quel moment il arrive. Mais bah, tout le monde. Déjà, tu avais Kyrie et KD qui étaient là depuis. Ça faisait quoi? Un an? C'était. Ouais, c'est Ouais, je sais ça. même plus exact. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ça faisait un an. Et du coup, bah, tu rajoutes le troisième larron, retrouvailles KD Harden, qui étaient ensemble à OKC dans leur
dans leurs jeunes années. Donc non, c'était assez hype parce que en plus la conférence Est était d'autant plus ouverte à ce moment-là que c'était quelques mois / années après le départ de LeBron, donc il n'y avait plus de dictature et c'était un peu maintenant tout le monde peut tirer son épingle du jeu, quoi. Donc il y avait une immense hype en plus on n'en parle pas beaucoup depuis le début, mais le fait que ce soit dans la ville de New York, à Brooklyn, donc une grosse place, un gros marché et tout. Donc non, c'était, j'avais beaucoup d'attentes, beaucoup de questionnements aussi, parce que bah, c'est pas les profils, notamment Harden Kyrie, sur le papier au moment du trade, on savait pas trop comment ça allait fonctionner. Mais voilà, j'étais plutôt hype. Ah, moi, je l'aurais. Enfin, Paul, t'en as pensé quoi? Je donne mon avis après, t'en as pensé quoi, toi, de ce trade? Euh, Énormément de hype. C'est vrai qu'il aurait pu, enfin franchement, il aurait pu être bien plus haut. Oui. Je pense qu'on reverra jamais autant de, enfin je sais pas si on reverra un jour autant de hype sur un trio offensif quoi. C'est-à-dire les trois offensivement, je veux dire, c'est n'importe quoi, tu vois. C'est un niveau individuel incroyable. Maintenant, moi, je l'avais pas plus haut parce que j'y croyais pas trop en fait, parce que pour moi en fait, enfin, c'est un peu facile de dire ça, mais t'avais qu'un ballon en fait, tu vois. Alors ok, t'as quand même des très bons playmakers et tout, mais déjà tu savais que t'avais pas de leader dans ce trio-là. Et le basket, c'est aussi défendre. Et quand t'as Kerry, Harden plus KD, bon ça va, KD, tu vois, il défend plutôt bien. Harden, il a quand même son petit impact en défense parce qu'il gamble beaucoup, donc ça va. Et Kerry, c'est plutôt un défenseur sous-estimé en général parce que quand même, il a un physique, il y a quand même un moteur de manière générale en playoff. Mais j'y croyais pas trop, plus ouais, parce que je voyais déjà une raquette qui était quand même bien décimée, parce qu'ils avaient envoyé Jarrett Allen aux Cavs. Et je me posais des questions un peu sur ouais, le côté leader dans cet effectif et sur la vraie synergie qu'il aurait pu avoir en fait entre les trois, quoi. Alors, juste pour rappel, hein, le trade, je vais pas dans le détail parce que les Cavs sont dedans, mais je dis juste que ce qu'envoient les Nets pour recevoir James Harden. Les Nets envoient Jarrett Allen, Taurean Prince et les droits pour Vezenkov qui a fait un an NBA après aux Kings et pas plus. Caris Lavert et Kurucs. Et, écoutez bien, et 7 premiers tours de draft, quand même. 2022, 2024, 2026 pour les 3 premiers qui sont nets. Et après, c'est des swaps. Il y a 4 swaps, 21, 23, 25, 27. Les Nets ont quand même réussi à retrouver des tours de draft après, ce qui est quand même un miracle, notamment dans le trade de KD, mais je pense aussi dans le trade de Kyrie, parce qu'il s'était quand même complètement déplumé pour James Harden. Ceci étant, rendons quand même aux Nets. Le contexte est un peu particulier. Je pense que c'est bien de reparler du contexte. James Harden est c'est ce que j'allais MVP dire, ouais. 2017-2018. Derrière, il fait 2 saisons, une à 36 points de moyenne, une à 35 points de moyenne. Et je sais, sauf erreur de ma part, et il veut être trade à l'été, et il arrive à la rentrée, il a 15 kilos, 20 kilos de trop. Je sais pas si vous vous rappelez de ça, mais il arrive en surpoids total. Il y a même les photos, toutes les photos même que vous avez sur James Harden, c'est avant ce trade. Et moi, le souvenir que j'en ai, c'est qu'il fait, il fait 8 matchs avec eux, et que sur les 8 matchs, il tourne en 25 points, 11 passes d'ess, avec un gros bide, avec aucune préparation physique. Et tu te dis, ok, donc le niveau minimum de James Harden, c'est quand même 25 points, 10 passes d'ess, et il peut te faire tourner une attaque, quoi. Moi, je l'aurais mis numéro 1, ce trade. De tous les trades dont on a parlé, je suis d'accord, celui d'Anthony Davis aurait aussi pu être là. Ah ouais. Ouais, parce que j'ai jamais eu un trade où, à ce point, le lendemain matin, quand j'ai vu l'annonce sur Basket USA, je me suis dit, oh putain la vache, oh, ça va être n'importe quoi. Et donc vraiment, tu vois, si on reparle de hype et que le sujet c'est la hype, je me suis dit non mais attends, mais enfin à un moment donné, ok, il y a qu'un ballon, ok. Déjà c'est une époque où on a commencé à avoir des équipes tournées avec 3 stars ou 2 stars et demi. Et donc on a déjà en tête qu'en fait, tu peux créer des rotations pour qu'il n'y en ait toujours que 2 sur le terrain. Et qu'en fait, les 3 ensemble vont pas jouer si souvent, que ça sera souvent des trucs à 2. En plus, ils sont quand même un peu de temps en temps blessés, donc ça peut le faire qu'ils soient à 3. Et puis que juste, Kyrie c'est peut-être le meneur avec Curry le plus talentueux de sa génération, que KD c'est le scoreur le plus talentueux de sa génération, et que s'il y en a un seul qui est plus talentueux que les deux, c'est James Harden, quoi. Tu vois. Et donc ouais, moi je me suis dit waouh, c'est fou, quoi.
t'as un peu évoqué ça, mais je vais revenir dessus pour justifier le choix que ce soit si bas. C'est le contexte. T'as parlé du contexte de Harden, mais le fait que ce soit si bas, c'est que de l'autre côté, à Brooklyn, ça faisait 1 an que les deux étaient là, et c'était pas tant si joli que ça, quoi. Déjà, KD était toujours blessé de son tendon d'Achille. Il n'a pas joué de la saison précédente. Alors, la saison précédente a été amputée avec la bulle, blabla, donc ça a facilité le fait de ne pas le faire jouer. Mais n'empêche que le mec avait 33, 34 ou 35 ans, je sais pas quel âge il a, mais j'ai l'impression qu'il est increvable. Je sais pas du Il a tout quel âge 36 il ans a. aujourd'hui, donc Il a 36, donc il devait avoir 34, quoi, 33, ouais. Donc, ouais, 33, non, parce que c'était peut-être même 32, 33, je pense. oui, bon, ouais, voilà. Ouais. Mais bon, il avait passé la trentaine et il s'était fait un tendon d'Achille, ce qui n'est pas une blessure évidente. Il n'avait pas joué depuis 1 an et demi quasiment. Et de l'autre côté, il y a Kyrie qui a joué 20 matchs la saison précédente et qui était dans des galères d'antisémitisme. Quand même, faut s'en rappeler. Donc, Ouais, non, mais c'est vrai. t'étais pas dans la situation la plus incroyable pour accueillir Harden. Donc, c'est pour ça que moi j'ai un peu descendu niveau hype. Ce que je veux dire, c'est que le moment où KD Prime signe aux Warriors Prime, t'es en mode, c'est les Avengers qui se regroupent, tout semble matcher ensemble. Le moment où Harden arrive à Brooklyn, tu sens déjà qu'il y a des blessures, les mecs sont plus vieux, il y a des problèmes en dehors du terrain, il y a le Covid, il y a plein de trucs mis bout à bout qui font que c'est pas si surprenant que ça se foire, quoi. Ils étaient en 7-6 au moment où il rejoint l'équipe James Harden, les Ouais, Nets. tu vois. Ils étaient en 7-6. Et t'as raison, c'est vrai que dans la contrepartie, il y a un truc un peu, t'as l'impression que c'est 3 des mecs les plus compliqués à gérer de la ligue qui sont Ouais, ensemble, hein. c'est ça. KD sort Ouais. d'un été où il fait des reportages avec comment il s'appelle le présentateur là, de la fausse émission là où il est complètement défoncé dans l'émission, il dit n'importe quoi. Kyrie, effectivement, il y a ces trucs sur le film antisémite. James Harden, il arrive, il est gros. Enfin, c'est vrai que c'est un peu la cata à ce niveau-là. Ouais, c'est vrai que j'avais oublié ce côté-là. Ouais, c'est vrai, putain. Ouais, c'est vrai. Ah, Ouais, c'est... c'était juste en sortie de Covid et tout. C'était vraiment. Bon, le pire, c'était. Enfin, après, KD il était blessé et tout. Mais la vie de Kyrie à ce moment-là, les gars, c'était vraiment. C'était complicado, quoi. Donc, c'est pour ça que, au niveau du talent, évidemment, que ça match et tout. Mais sur l'aspect hype, t'as évidemment tout ce qu'il y a autour qui rentre, qui fait que moi, ça m'a fait baisser. Dans un contexte en plus où les Nets, c'était un peu particulier à ce moment-là, ils assument un nouveau modèle de management de groupe qui est vraiment les joueurs au pouvoir. Parce qu'il y a une interview quand Steve Nash arrive en début d'année, il y a une interview à 3 avec Kyrie. Putain, c'est vrai, c'est Steve Nash. Et ouais, c'est Steve Nash. Il y a une interview avec Kyrie et Kevin Durant et plus ou moins Steve Nash où en fait ils expliquent que ça va être une espèce de concertation pour la façon de jouer. Qu'en fait, je crois que KD explique qu'en fait il croit pas vraiment dans le basket de système, tout ça, et qu'en fait il essaie de construire un espèce de nouveau modèle, tu vois. Enfin, les Nets ont tout donné à Kyrie et Kevin Durant. Je sais pas si vous vous rappelez, mais Bah oui, il y avait oui, un oui. gros débat Ouais. sur est-ce qu'ils vont aux Knicks ou est-ce qu'ils vont aux Nets. Et en fait, ils vont aux Nets parce que les Nets leur disent écoutez, vous faites ce Ah que bah vous oui. voulez, vous venez. Vous faites ce que vous voulez. Ouais. Et ce contexte est déjà connu à ce moment-là. Je sais pas si Paul, t'as un mot à en dire, mais c'était particulier quand même. Ouais, mais enfin, après, moi, je me rappelle, tu vois, que sur cette régulière, ils finissent meilleure attaque, meilleur offensive rating de la ligue, alors que Harden était arrivé au tiers de la saison et qu'en plus et KD avaient loupé des matchs. Mais ils finissent quand même 23e défense, donc il y avait des interrogations en défense, surtout que les role players, c'était des Joe Harris, des Blake Griffin, donc c'est pareil, c'est cool en attaque, mais en défense, ça fait pas grand-chose. Et je trouve ça un peu dommage que, un peu comme, enfin, je trouvais qu'à l'été 2021, donc l'été juste après le trade de Harden, eux et les Lakers, là, en fait, se soient mis dans une course de qui a le plus de stars dans l'effectif. Parce que quand tu regardes les deux effectifs, tu vois qu'en fait, il y a 1 milliard de mecs qui ont été All-Star ou All-NBA Team. Enfin, c'était n'importe quoi à ce moment-là. Sauf que la plupart, en fait, ils étaient un peu en fin de vie. Et c'est vrai que c'est dommage qu'ils soient pas allés chercher des role players, on va dire, plus playoff friendly que juste des Griffin ou des Aldridge ou des mecs. Enfin, c'était la fin de vie. Alors, ok, ça avait un impact encore. Mais tu savais qu'en playoff, ça allait être en difficulté, quoi. Est-ce que vous vous rappelez, est-ce que vous avez l'information de combien de matchs ont joué ensemble Kevin Durant, James Harden et Kyrie Irving
En 2 ans quasiment, 1 an et demi. 8, un truc comme ça. Non, ça c'était que la première année, donc c'est un peu plus quand même. Ouais, je sais pas, j'ai aucune idée, je dirais 30, 20, 20, 30. 17. Et à votre avis, ils en ont gagné combien? Waouh. Oh, beaucoup, 14. non? 14? Ouais. 13. C'est quand même en 13-4 quand ils sont Ouais, ensemble, les cocos, donc ouais, Ouais. ça marchait plutôt bien. et tu vois, en fait, comment dire, les interrogations enfin, sans me jeter des fleurs, que j'avais avant leur arrivée, ça c'est quand même un peu justifié parce que enfin, dans mes souvenirs, ils font une seule campagne de playoff ensemble, c'est celle où que KD a les pieds trop grands, quoi. Non, et je crois que Et Ervin Harden et il y se en blesse a tour qui à sont tour. blessés, quoi. Voilà, c'est ça Ouais. en fait. C'est que au final, les mecs ont jamais réussi à jouer ensemble. Et 3 mois plus tard, il y a Harden qui pète un câble et qui se veut se barrer à Philly. Donc dans les faits, oui, c'était hype sur le terrain, mais comportementalement et physiquement, genre blessure, c'était un peu prévisible que ça allait pas tenir et ça a pas tenu, quoi. Ouais, en plus, oui, ils jouent pas ensemble, mais enfin, c'est même catastrophique parce que Kyrie Irving est blessé et Harden joue, mais il joue sur une jambe. Ouais, Il ouais, joue c'est ça. complètement sur une jambe. Effectivement, c'est pas. C'est le mec de 32 ans qui a perdu son talon d'Achille, qui revient et qui doit porter tout le monde sur des 45 minutes par match, quoi. Ouais, c'était effectivement, effectivement un peu ça. Et d'ailleurs, James Harden derrière a un peu leaké hein, la façon dont ça fonctionnait, puisqu'il y avait une interview dans laquelle il avait dit qu'en fait il avait demandé de partir des Nets parce qu'il n'y avait aucune structure en fait. C'était complètement Mm. déstructuré. Et je crois qu'il avait dit que même Kevin Durant lui avait dit qu'il fallait partir quoi. Euh, et donc ouais, donc c'est très particulier comme expérience. On passe au septième. Paul, on te Ouais. redonne la main. Allez, j'ai un peu hésité là pour être honnête. Il y a des gros concurrents, mais je pense que je vais partir sur Lillard aux Bucks en été 2023. C'est celui que Parce que, j'avais après. Bien joué. ouais, parce que même si, bon, là, c'est devenu compliqué, on parle quand même d'un duo au moment où il se fait. Alors, juste avant qu'il se fasse trade, c'est vrai que lui, il avait dit dans les médias, je veux aller à Miami, c'est la seule destination où je veux aller. Bon, finalement, il n'est pas allé à Miami, il a été trade aux Bucks. Mais pour moi, c'était un peu le complément parfait Lillard dans ces Bucks-là, parce qu'il leur manquait, tu savais que même s'ils ont gagné en 2021, il leur manquait un joueur vraiment calibre All-Star All-NBA Team assez facile sur les postes extérieurs, parce que Rio Holiday et Middleton, c'est pas ce niveau-là, quoi. Et il y avait des problèmes de spacing, il y avait des petits problèmes quand même dans l'attaque des Bucks, et on l'avait vu en 2022 dans la série contre Boston, même si Middleton n'était pas là. On l'avait vu aussi hein, sur les playoffs 2021, hein, où même s'ils vont au bout, il y avait des problèmes en attaque. Et dans le premier tour, perdu contre Miami aussi, même si Yanis était blessé. Donc je trouvais que, en fait, Rui Holiday, tu savais que ça allait être lui qui allait être mis dans un trade. Donc tu savais que tu perdais quand même de la défense. Mais j'étais quand même ultra hypé par le duo Lillard-Yanis, parce que sur le papier, c'est quand même un duo ultra complémentaire. Alors je trouve que j'ai fait un peu une erreur parce que j'ai cru qu'il y allait avoir une vraie synergie entre les deux. Et j'ai un peu sous-estimé le fait que Yanis, c'est peut-être pas le poseur d'écran parfait et que c'est quand même un mec à qui tu dois donner la balle en main. Après, bon, je trouve qu'ils ont, depuis que Lillard est au Bucks, il n'y a pas eu vraiment aussi un coaching suffisamment fort, surtout qu'en plus ils ont viré Budenholzer juste avant le trade de Lillard, et peut-être que s'ils savaient qu'ils auraient obtenu Lillard, ils n'auraient pas viré Budenholzer. Mais bref, j'étais ultra hypé, je trouvais que c'était un duo incroyable avec un Lillard qui sortait quand même d'une grosse saison régulière avec les Blazers, même s'ils sont pas allés en playoff. Je crois qu'il est au NBA Team hein, cette saison-là. Il est au NBA Third Un Team. joueur, ouais. Et donc un joueur aussi fort que Lillard, tu le perds à Yanis. Enfin, c'est deux joueurs, tu vois, qui mettent 25 points les yeux fermés, quoi, enfin, en dormant, quoi. Et même si Lillard, pour le coup, alors l'année dernière, c'est vrai il avait bien régressé quand même par rapport à sa saison d'avant. Tu sentais que le premier pas était pas le même, la pénétration était pas la même. Cette saison, il fait encore une saison solide, hein, il est un peu mieux que l'année dernière. Tu es quand même encore sur un 27 points, 25 points, 7 passes, avec une bonne adresse. Donc les deux individuellement sont quand même encore très forts. Mais c'est vrai que depuis qu'ils sont arrivés ensemble, bah, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de synergie, il n'y a pas de résultat. Et il y a aussi un problème au niveau des role-players, parce que l'effectif, il commence vraiment à être très, très compliqué
Il y a des mecs comme Bobby Portis ou Connaughton, ou je sais pas encore ce qu'ils font aux Bucks. Et puis il y a le coaching aussi. Donc c'est vrai que les résultats, pour le coup, franchement, c'est peut-être un des duos, enfin un des trades les plus décevants par rapport à la hype. Mais il y avait quand même une vraie hype quoi, sur l'arrivée de Lillard aux Bucks. Ouais, Lillard, quand il arrive aux Bucks, il sort d'une saison, il a plus de 32 points de moyenne quand même par match, hein. Donc ce qui est colossal dans une équipe qui gagne pas un match par contre, mais avec des pourcentages qui sont tout à fait honnêtes. Et non, mais t'as raison, le niveau de hype il est énorme parce que cet été-là, il y a un vrai truc l'équipe qui va récupérer Damien Lillard, qui est le joueur majeur sur la liste des transferts, elle va passer un énorme cap. Et bon, effectivement, on avait certainement sous-estimé le fait que Giannis est un joueur surtout autonome et qui n'a jamais joué en fait avec d'autres gros porteurs de balles, et en fait ça s'est ressenti assez rapidement. La saison dernière n'était pas très bonne, mais il y a quand même eu beaucoup de... Enfin, on va revenir sur le trade, hein, mais je vais juste rapidement là-dessus. La saison dernière n'était pas très bonne, mais il y a quand même eu beaucoup de blessures. Cette année, ça a mal démarré. Mais enfin, c'est quand même beaucoup mieux. Ils ont quand même remporté Ouais. la NBA Cup, hein, qui est, qu'on le veuille ou non, un trophée, mais qui surtout, au-delà de ça, représente des matchs de très haut niveau, je trouve. Et dans ces matchs de très haut niveau-là, ils ont quand même éliminé en finale le Thunder, quoi, puis en leur roulant dessus, hein. Donc, moi, je dis quand même... Le problème, c'est que j'ai du mal à croire qu'il n'y ait pas de blessure. Mais je dis quand même attention à Milwaukee en playoff. Je pense que si Milwaukee n'a pas de blessure, ils seront pas cadeaux à prendre. T'auras pas envie de les prendre. Ben, toi, t'en avais pensé quoi de ce trade? Ouais, j'ai pas grand-chose à rajouter parce que je suis complètement aligné avec ce qu'a présenté Paul juste avant. C'est vrai que euh, depuis l'arrivée de Yanis, on va dire l'avènement de Yanis, on s'est toujours demandé ce que ça ferait d'avoir un porteur de balle primaire euh, sur les postes extérieurs de très grande qualité avec lui. Et bah, en fait, le truc, c'est que Lillard, c'était potentiellement un des 2, 3, 4 meilleurs de NBA. C'est-à-dire qu'on est passé de Drew Holiday, qui était correct, mais qui était vraiment partie basse d'un potentiel classement, à un upgrade ultime. Il n'y a pas eu de transition, quoi. Et donc la hype est passée à bondi d'un coup. Donc non, non, je suis complètement d'accord que ça, c'était un énorme transfert, une énorme hype. Moi, dans mes souvenirs, je crois que la saison 2000, donc c'était quoi? Il est arrivé été 2023. Je crois que j'ai dû les mettre finalistes NBA avant la saison dans comment dire, un bracket fictif juste avant le début de la saison. Donc non, non, moi j'étais très très hype à ce sujet. Et c'est vrai que le départ de Budenholzer, plus la perte de certains autres éléments et comment dire, l'âge conséquent que commencent à avoir les Middleton, Brook Lopez et Bobby Portis, dont on sait toujours pas ce qu'il fout là, bah Ouais. ça a un peu plus handicapé que ce que j'avais imaginé. Calma sur Bobby Portis, les mecs, Oui, ils touchent 10 millions l'année. mais Il je fait quand même son rigole, taf à oh, 10 millions c'est l'année, mais c'est trop. pas un top joueur, mais il fait quand même après son taf. C'est 10 millions de trop. C'est peut-être 10 millions de trop, ouais. Je peux comprendre. On passe au dernier? Ouais, Ouais, j'avais bah juste moi aussi. un truc à dire par rapport à Lillard. Je l'ai mis que septième parce que je trouve que il y avait, enfin, tu savais que Brook Lopez prenait de l'âge, il y avait eu des blessés. Tu savais aussi que Middleton, après sa blessure en playoff contre les Celtics, ça allait être compliqué. Donc, il y avait un effectif quand même qui était vieillissant. Il y avait un Lillard où il y avait quand même des grosses interrogations en défense. Et tu te posais aussi la question de est-ce que Lillard était vraiment motivé à jouer à Milwaukee? Parce que quand tu sais qu'il avait fait des siennes pour aller à Miami et que le mec il se retrouve à Milwaukee dans le froid en hiver où il fait -15, c'est pour ça que je l'ai mis que septième par rapport à tout ça. Et honnêtement, je pense encore que Lillard il restera pas plus de 2 ans et demi à Milwaukee, quoi. Bon, bah, de toute façon, je pense qu'il y a cette année et éventuellement l'année prochaine, mais après, je pense qu'il est cramax, hein. En plus, on a un Ouais, joueur profil force scorer qui a pas vraiment en fait un énorme playmaking. Et c'est un peu dur la vieillesse quand t'as pas de playmaking au poste de meneur de jeu, quand même. Ben, on te donne la main pour le dernier nom, et puis après, on se fera une petite liste des noms cités. Ouais, alors, je, je me remets juste sur ma liste. J'hésitais entre deux, mais je pense que c'est celui-ci, même trois potentiellement, mais c'est celui-ci qui m'a le plus hype.
Donc, j'ai dit tout à l'heure en préambule que les one hit, enfin les saisons sur lesquelles tu pariais juste une fois, j'étais pas très fan du principe. Pourtant, il y a une franchise qui l'a fait avec un joueur et pour le coup, ça m'avait plutôt hype. C'est les Sixers et Jimmy Butler, qui, au moment de son trade, est à un niveau exceptionnel et rejoint un effectif, on va être honnête, hallucinant. L'effectif des Sixers, l'année, parce que c'est la même année que Kawhi aux Raptors, l'effectif est ahurissant. Ben Simmons est au top de sa carrière. Joel Embiid n'est pas le Joel Embiid MVP, mais c'est un excellent, enfin c'est déjà un top pivot de la ligue, multiple star, etc. Il y a, je ne sais plus par quel biais arrive, mais il y a Tobias Harris qui est là. Puis après, il y a même eu tous les trucs. Vous avez payé, enfin, Tobias Harris, Over Me et tout. Il y a Robert Covington qui est passé par là. Non, Robert Covington, il était dans le trade, je crois. Je crois que Rappelons quand même un il peu est plus dans le parti détail contre. le fameux Tobias Harris Over Me, qui est quand même pas rien. Hein. C'est en fait pour des questions de spacing, les Sixers choisissent de donner le max à Tobias Harris plutôt qu'à Jimmy Butler, parce qu'il y a quand même, on va revenir dessus, mais des gros problèmes de spacing dans cette équipe. Et Jimmy Butler, je crois que c'est quand il rejoue pour la première fois les Sixers et qu'il les tape, il regarde le banc, regarde le banc des Sixers et dans du grand Jimmy Butler, il se fout de l'orgueil, il leur dit Tobias Harris over me sur un air un peu dédaigneux. Le grand des Jimmy qui quand même mérite, peu importe comment se finira sa carrière, mais un respect éternel pour tout ce qu'il a fait. Non, mais ouais, enfin, c'est quand même. On parlait des grandes gueules et tout. Là, on en a une sévère. Et donc, ouais, donc il y avait JJ Redick. Il y avait, comment dire. Alors, je suis en train de regarder. Là, apparemment, il y a un certain James Ennis qui jouait beaucoup. Voilà, Ouais, James Ennis, je un vous en ailier. informe. Ouais, exactement. Il y avait aussi Mike Scott sur le banc. Enfin, voilà. Ils avaient un effectif, et notamment un 5 majeur, assez hallucinant pour jouer le haut niveau. Alors, c'est comment dire, c'est un trade qui est quand même bas, enfin bas, huitième, parce que, comme tu l'as dit, on l'a un peu évoqué, c'est que il y avait quelques questions sur le spacing, sur le fonctionnement comment dire, du roster. Alors, je sais plus, je vais juste vérifier un truc vite fait, mais ah oui, c'est Brett Brown qui est le coach. Donc là, je crois que c'est de coach. Mais donc, il y avait un peu des questions sur comment dire, le fonctionnement interne de l'équipe. Brett Brown qui s'est fait licencier pas longtemps après. Il y avait des soucis avec Elton Brand. Enfin, c'était pas non plus tout le monde, enfin, le monde des bisounours, parce qu'on parlait du caractère de Embiid. De Butler, mais il y avait celui d'Embiid à côté, il y a eu le cas Ben Simmons, enfin voilà, c'était pas le roster le plus simple à vivre, mais au moment du trade, j'avoue que ça m'avait plutôt hype, surtout que sa saison à Minnesota était. Ah oui, parce que on a oublié de le préciser, mais son arrivée est arrivée aussi en grande trombe. Donc, Non, mais- avec toute l'affaire de Minnesota, où il veut se casser de Minnesota et pour les provoquer, il décide de dire bah voilà, donnez-moi les remplaçants, on va faire un match amical et je vais taper tous vos titulaires. Et il a tabassé Et il les le fait, titulaires avec et les il le fait. remplaçants. Voilà, donc, Ouais. Grande et Jimmy, et puis c'était un trade assez hype quand même de la. Ouais, ce qui est notable, c'est qu'effectivement, il sort d'une fin de règne, de parcours avec les Bulls, où il est super Ouais, fort, où ouais, bien sûr. Ouais. il est vraiment super fort, et il arrive à Minnesota, qui est une vraie équipe de losers, et il les met en playoff. Mm. Alors, clairement, peut-être en impactant un peu la progression d'autres joueurs, notamment celle de Wiggins, mais en tout cas, il les emmène en playoff. Effectivement, à la rentrée d'après, ça se passe pas bien avec l'équipe, il y a tout ce que tu as décrit, je reviens pas dessus. Mais en tout cas, un peu comme il le fait maintenant, c'est quelqu'un qui sait faire monter la hype déjà. Et donc effectivement, il y a un truc électrique autour de Jimmy Butler, et donc son trade à Philly, à Philly forcément se fait là-dedans, et je reviens pas dans les détails de tout ce que tu as dit. C'est un joueur qui effectivement arrive dans une équipe qui est assez mal construite en fait. Hein. Il y a très 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 Mm. peu de spacing. Déjà que Ben Simmons et Joel Embiid représentent un problème de spacing en soi, et ben tu rajoutes Jimmy Butler là-dedans qui est pas un shooter, donc ça rend le tout encore plus compliqué. Mais, enfin Paul, je sais pas ce que t'en as passé, mais c'est une équipe
mais qui était vraiment pas mal en fait, hein. Ouais, c'était Et fort. il passe pas contre les Raptors, mais la série, elle est dingo, hein. Elle est dingo, et s'il y en a bien un qui assume là-dedans, qui assume tout ce qu'il faut assumer, c'est bien lui, hein. Ouais, en fait, je pense que je suis un peu biaisé sur le fait il est resté moins d'un an. Et donc, du coup, j'ai peut-être plus trop en tête la hype qu'il y avait à ce moment-là quand il arrive aux Sixers. Même si tu sentais venir, parce que là, tu savais que la Free Agency 2019 allait être vraiment fat, parce que tu savais un peu que KD, ça allait être la fin aux Warriors, et donc du coup, que ça allait rabattre un peu les cartes en NBA, qu'il y avait des franchises qui allaient prendre des risques. Mais ouais, moi, j'avais un peu de mal avec Jimmy Butler au début de sa carrière, donc Bulls et Wolves. Et c'est vrai que, franchement, je trouve que à Miami, il a fermé des bouches de ouf. Et, à Philly, il fait quand même une très bonne saison. Après, il y avait un peu, je m'en souviens qu'il y avait un peu des problèmes dans le vestiaire où il disait qu'il avait pas assez le ballon. Je m'en souviens d'une interview de JJ Redick il y a pas si longtemps que ça, il y a 2-3 ans, parce que JJ Redick était dans l'effectif, il avait dit ouais, t'as throw under the bus TJ McConnell dans le vestiaire et tout. Donc il y avait quand même des problèmes de vestiaire aussi à ce moment-là. On espère que Mais c'est une ouais, il y métaphore, avait beaucoup de... JJ. On espère que c'est une métaphore, parce que... Et ouais, il y avait de la hype. Maintenant, c'est vrai qu'il y avait des gros problèmes de spacing. Et à ce moment-là, peut-être que j'avais sous-coté la valeur off-ball que a quand même Butler, même si il n'y a pas un gros volume à 3 points. Parce que c'est quand même un gars qui améliore ton spacing de fou, quoi, Jimmy Butler. Même s'il n'y a pas un gros volume à 3 points, parce que justement, il a un jeu off-ball sur des cuts, sur plein de plays comme ça, où en fait, il a un vrai impact positif. Mais ouais, c'est dommage qu'on ne l'ait pas vu plus aux Sixers, c'est sûr. Et puis là où je suis d'accord avec toi, mais en même temps il est assez bas, hein, et c'est entendable, c'est que je suis pas sûr qu'il est... Il y a encore un truc chez Jimmy Butler à ce moment-là mais est-ce que vraiment c'est un élite? Je pense que le moment où il devient vraiment, vraiment élite, Ouais, c'est dans la bulle. Où on se dit, en fait, il est élite de chez élite, il peut t'emmener une équipe en finale NBA. Ce qui n'est peut-être pas encore le cas à ce moment-là. Et donc, forcément, ça descend un petit peu le niveau de hype. Mais effectivement, il y en avait un plutôt pas mal. Faudra qu'on fasse un jour, on verra quand. Mais je sais pas quelle forme ça prendra. Mais un podcast sur la carrière de Jimmy Butler, qui est juste une des carrières les plus géniales de Ah, l'histoire de la c'est NBA, je trouve. ouais, hallucinant. c'est vrai. C'est une des plus, à la fois une des plus baroques, à la fois une des plus romantiques et une des plus avec le plus de panache, quoi. Enfin, vraiment, c'est juste, Ouais, c'est fou. juste exceptionnel. Messieurs, l'heure avance clairement. Je vous propose qu'on arrive dans la dernière phase du podcast. On a forcément des mentions honorables dans ce grand listing. Du coup, ce que je vous propose, si vous êtes OK, c'est que chacun à son tour, on donne une mention honorable et on se dit, allez, on se donne deux, trois mots, mais les autres répondent pas, c'est que celui qui donne sa mention honorable qui dit Ok. ce qui lui avait plu à ce moment-là. Qui démarre? Ouais. Bon, tu veux commencer vu que t'as pas fait de top, toi? Eh ben, ok, je démarre. Eh ben, allez, je vais aller sur des trucs un peu confidentiels. Marc Gasol aux Raptors. Bon, moi, Ouais, je l'avais. j'ai un très très bon souvenir de ce trade et je me rappelle vraiment de la sensation. Donc, ça doit être pendant le All-Star Game de mémoire. Donc, c'est saison 2018-2019, donc l'année de Kawhi Leonard. Et je me rappelle au moment de ce trade de me dire, ah là, quand même. L'effectif, il commence à être sacrément costaud. Et Paul l'a un peu dit quand il a parlé de l'effectif avec Kawhi, mais c'est quand même un des plus beaux rosters de 8 joueurs qu'il y a eu cet effectif des Raptors, je trouve. Ben, je te donne la main. Moi, je vais prendre un joueur qu'on a un peu évoqué tout à l'heure, mais pas totalement. C'est Kyrie à Boston, qui est Ouais. un peu évident, mais au moment où le trade se fait, Kyrie est au top du top du top. Je me rappelle, j'étais en vacances avec des potes et je me suis dit, mais je pense qu'il y a une erreur dans le tweet, quoi. Comment ça se fait qu'il y ait un échange entre Kyrie et Isaiah Thomas, parce qu'à l'époque, c'était ça la contrepartie. Et Isaiah sur le Thomas papier, blessé, je le rappelle. oui, évidemment, oui, oui. Et Isaiah Thomas qui n'allait pas se faire prolonger, quoi, dans l'idée. Et du coup, ouais, sur le papier, c'était la jeune garde des, euh, des Celtics. Je crois que Tatum, il devait être rookie ou en deuxième année
à ce moment-là. Pareil pour Jaylen Brown, il était jeune. Enfin voilà, c'était le tout début des Celtics qu'on connaît actuellement. Et donc, j'avoue que j'avais envie de voir Kyrie dans un autre contexte. Paul, à ton tour. Moi, je l'avais en 8, Kyrie aux Celtics. Moi, j'étais très hypé par le CP3 aux Rockets, été 2017. C'est Où la en fait, contre-performance, t'as peut-être les deux meilleurs playmakers sur les postes de guard en fait, qui vont jouer ensemble sous Mike D'Antoni. Enfin, c'était vraiment la hype de fou. Il y a eu des sacrés résultats. La première saison, je crois qu'ils gagnent 65 matchs. Et c'est quand même le duo qui a failli sortir la super team des Warriors quoi, en 2018. Donc il y avait beaucoup de hype. Que même si la fin était un peu en eau de boudin de Chris Paul aux Clippers, ça restait quand même un des meilleurs joueurs de la ligue et peut-être encore le meilleur meneur de la ligue. Enfin, le meilleur meneur pur, parce qu'il y avait quand même Steph, mais le meilleur meneur pur à ce point-là de la ligue. Donc il y avait beaucoup de hype. C'est dommage qu'ils soient restés ensemble que 2 ans, le duo Harden et Chris Paul, mais j'étais ultra hype par les deux. Ouais. Une des plus belles réussites de coaching d'ailleurs, Je, Chris Paul en ouais, arrière. Ouais. ouais. Je me permets, je l'avais complètement oublié. Dans ma tête, c'était une signature, je sais pas pourquoi. Et du coup, je pense que ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi, Paul, parce que je pense qu'à posteriori, il y avait même une chance que moi je le compte dans Coaching. Ouais. mon top 4. Hein. J'avais juste complètement oublié. Moi, j'en ai un autre, c'est Karl Anthony Towns au Knicks. Alors, c'est très très neuf, mais enfin, bon, Je l'avais aussi. quand même. Alors, certes, le côté Knicks joue. Le niveau de hype cet été, au moment du transfert de Karl Anthony Towns, était quand même énormissime. En plus, c'est quelque chose qui monte un peu crescendo parce qu'il y a le trade Anunoby, il y a le trade de Michael Bridges et il y a un peu le bouquet final. C'est l'arrivée de Karl Anthony Towns pour faire des Knicks une vraie équipe de contenders. Dommage, dommage, on sait pas d'où ils sortent, mais d'un coup il y a les Cavs qui sortent et ce trade n'aura probablement servi pas à grand chose. Ben, je te laisse la main. Pareil, je vais faire très vite parce qu'on l'a pas mal évoqué pendant le podcast, mais le trade de Paul George à OKC, qui euh, a, comment dire, été le moment où Westbrook sortait de sa saison euh, exceptionnelle où il était tout seul, absolument seul, où il a fait la première année en triple-double, là-bas, vous connaissez l'histoire, et du coup, ils lui remettent un second couteau à côté de lui au moment où il est au prime de sa carrière. Du coup, même si j'étais pas le plus grand fan à ce moment-là de Westbrook et de cet héliocentrisme à outrance, j'étais intrigué pas mal par le binôme qui se crée. Carmelo Anthony arrive un an après ou il arrive la même année? Je sais plus. Non, je crois qu'il arrive en même temps. Oudi Il Melo arrive en même temps. parle mieux, par contre. Il arrive en même temps? Ouais, il arrive en même Ouais, temps. donc c'est une double arrivée hein, en plus. Hein, parce que Ouais, quand c'est même, le moment où on il fait y a le tout côté, péter. ouais, il y a le côté Emelo et ouais, si, c'est ça. Et Paul Emelo George qui et Paul rejoint George. un Ouais. MVP. Paul. J'en ai un peu 2 ans. Enfin, je vais en citer deux parce que c'est le même joueur. Mais j'ai été plus hypé par le premier que je vais citer. Alors, c'est Harden aux Sixers et Harden aux Clippers. J'étais moins hypé par Harden aux Clippers que tu sentais un peu qu'aux Sixers, son niveau avait baissé. Mais quand il arrive aux Sixers, Harden, honnêtement, tu savais qu'il allait jouer avec le meilleur intérieur de sa carrière. Il n'avait jamais joué avec un intérieur aussi dominant. Il n'y avait pas tant de hype que ça parce que t'as quand même deux joueurs en fait ultra stéréotypés qui jouent ensemble, Harden et Embiid, et deux joueurs qui ont quand même beaucoup struggle en playoff, en carrière, notamment à ce moment-là. Donc il n'y avait pas tant de hype que ça. Mais tu vois, il y avait le développement d'un Tyrese Maxey à ce moment-là dans l'effectif des Sixers. Moi, je trouvais quand même que c'était intéressant sur le papier. Après, le coach, c'était Doc Rivers, donc c'est pareil, c'est dur d'être hypé par une équipe où c'est Doc Rivers le coach. Mais il y avait de la hype et ça s'est quand même matérialisé en playoff. Ils ont failli sortir les Celtics et finalement, ils ont perdu, mais c'était une équipe dominante quand même. Ouais, moi je pensais qu'il serait dans les 8 sur Harden Sixers. Ah ouais, ok. Moi, il m'en reste deux pour le coup. Alors, je sais pas si vous en reste. J'ai Ouais, quand pareil, même. à peu près deux. Ouais, ok, bah, je vais donner le premier. C'est un niveau moindre, mais je trouve que ça peut quand même faire une mention. Et puis j'ai adoré les expérimentations qui ont été faites par Mike D'Antoni avec ce duo. C'est Russell Westbrook aux Rockets. Arrive quand même à un moment où Russell Westbrook est vraiment un joueur majeur de chez majeur de la ligue. Et
j'étais pas. Enfin, en fait, je trouve que Russell Westbrook, c'est un joueur qui, quand tu le regardes quotidiennement, sauf si vraiment il est dans une très mauvaise saison, c'est un joueur quand même qui fait kiffer parce que il donne toujours tout, il est toujours à 100%. Et c'est dur de ne pas avoir un peu d'affection pour lui. Il sort de 3 saisons en triple-double quand même au moment où il arrive, hein. Donc c'est quand même pas rien, même s'il y a un déchet qui est colossal. À Houston, ça se passe pas si mal, et en plus, ça coïncide avec quelques mois plus tard la tentative de Mike D'Antoni de small ball total, qui est un truc qui, moi, m'a. Donc peut-être qu'en fait, le vrai trade qui m'a hypé, c'est celui de Robert Covington contre Clint Capella, qui est la fin un peu de Stark, Westbrook, Harden. Mais ouais, donc je vais peut-être même plutôt dire le Covington en fait contre Capella, parce que ce passage au five out total, à minima, ce dont je suis sûr, c'est que j'avais qu'une envie, c'était de les voir jouer, quoi, et de voir si ça peut marcher ou si ça ne peut pas marcher. Donc j'enlève Westbrook Houston et je dis plutôt Covington à Houston. Ben. Ouais, alors bah, peut-être que on en refait encore. J'en ai trois moi en fait. Moi, il me reste J'en qu'un fais seul, deux moi. tout de suite. Bah, Il j'en m'en fais reste deux un tout de aussi. suite, comme ça Paul en fait un, tu refais le tien et je me dernier. Bref. Moi mes deux, je vais les mettre en un pour que ce soit plus rapide, parce que c'est des joueurs dont on a déjà pas mal parlé. Le premier, bah, c'est Kyrie à Dallas. À Dallas. Euh, Kyrie à Dallas, qui, moi, m'a hype autant qu'intrigué, parce que on n'avait toujours pas eu ce côté Luka avec un énorme ball handler à côté de lui. Kyrie est quand même réputé pour être ce ball handler qui peut déléguer, jouer plus off-ball, etc. Donc j'étais assez intrigué. Et puis, même si la première moitié de saison s'est pas très bien passée, on a pu voir la saison passée ce que ça pouvait donner à son plein potentiel. Et le deuxième, c'est Chris Paul aux Suns, qui se fait un peu éjecter comme un malpropre de Houston, qui se retrouve une saison de transition à OKC, où tout le monde s'attendait à ce que l'équipe tanque au fin fond de la conférence Ouest, et il se retrouve à jouer les. Enfin, alors je sais plus s'il joue les playoffs Ouais. ou s'il joue border. Ouais, il joue les playoffs. Ouais, je vais Donc faire. il se qualifie en playoffs, Chris Paul en Non, métronomique ils font play-in, contrôle. je crois. Ah, c'est play-in. Peut-être. Je crois qu'il n'y avait pas de play-in à Si tu l'époque. parles Si. de la saison juste avant Chris Paul, ils font play-in, mais ils perdent en play-in. Ouais. Non, je pense que c'est ce qu'il veut dire, Ben, c'est que OKC fait playoff. Ah, ok, si, ouais. Ouais, ok, Ok, si, si, je ils crois font qu'ils font play-off. playoff. Et je Je crois vais qu'ils font vérifier, mais je me huitième. demande même pas s'il est pas top 5 MVP, Chris Paul. Ouais, c'est possible. Top, ouais, il doit être top 7, un truc comme ça. Ouais. Je regarde. Je laisse finir, je Mais regarde. du coup, ouais, Il est 7ème. Ouais, il est enfin, 7ème. ce qu'il avait perdu comme un peu hype en quittant Houston, il l'a récupéré instantanément dans son année à OKC et le retrouver aux côtés de Devin Booker, un Devin Booker qui, on va dire, faisait un peu des chiffres dans le vide aux Suns. C'était comment dire, un profil qui me semblait intéressant, parce que je crois que c'est au moment en plus où les Suns commençaient un peu à performer avec Ricky Rubio, etc. Et donc ils font l'upgrade de Ricky Rubio, Chris Paul, qui donne les Suns qu'on a vus notamment en finale NBA. Juste en 2 mots, l'arc Chris Paul post-Houston, j'ai adoré. OKC, Exceptionnel. les 2 années à Phoenix, moi j'achète, j'ai adoré. Paul. C'était trop cool, ouais. Moi, je vais en citer un comme ça, je le glisse. Enfin, j'en ai deux, du coup, j'en citais un comme ça. C'est le trade à la draft de Luka aux Mavs. Moi, Ouais, j'étais très hypé. Mm, Ouais, mm. ouais, j'ai hésité Euh, les trades de draft aussi. Ouais, parce que c'était quand même. Enfin, tu savais que ça allait être super intéressant. Et sinon, non, le dernier que j'ai, moi, c'est Mitchell aux Cavs, quand même. Le truc où pour moi, il y avait vraiment de la hype, c'est finalement parce que Mitchell, c'est quand même un gros joueur déjà au Jazz, hein, il y avait des grosses performances en playoff et tout. Mais le truc où il y avait de la hype, c'est qu'un joueur, en fait, qui se fait trade 5 ans, un joueur aussi fort qui se fait trade 5 ans après son arrivée en NBA, donc une année après la fin de son contrat rookie, finalement, c'est assez rare, ça arrive presque jamais, quoi. Donc c'est pour ça que pour moi, il y avait quand même une vraie hype, parce que tu savais que tu pouvais te projeter sur l'avenir, sur vraiment plusieurs saisons avec Mitchell aux Cavs, quoi. Moi j'en ai 2 derniers et après je m'arrêterai là. C'est Joe Holiday aux Bucks, quand même, parce que c'est un joueur de 30 ans qui arrive dans une équipe où il y a un double MVP. Il est considéré à ce moment-là peut-être comme le meilleur défenseur extérieur de la ligue.
il prend la place d'Eric Bledsoe, donc c'est automatiquement quelque chose de mieux. Et qu'en plus, ça s'est bien terminé, vu que ça s'est terminé avec un titre, même si c'est pas ça qu'on juge. Et moi, j'ai toujours été accro à Joe Holiday. J'ai toujours adoré ce joueur, donc ça m'avait quand même hypé. Et le dernier, c'est Kristaps Porzingis aux Mavs, parce que le duo d'Européens, Luka Porzi, c'était quand même un truc un peu sexy, quoi. Je l'aurais pas mis dans un top 8, mais ça méritait largement une mention. Moi, pareil, dernier, ça méritait pas un top 8, même pas un top 10, peut-être pas un top 12, mais moi, j'adore Blake Griffin, donc Blake Griffin à Fournier Détroit. Non, Blake Griffin à Détroit. Je sais pas, moi, je kiffe Blake Griffin, donc allez, on le glisse comme Il y ça. avait Et de puis, la hype, ouais. il a fait une année, je sais plus si c'est celle directement après le trade. Non, parce qu'il est trade en milieu de saison, parce qu'il signe un immense contrat. Et il se fait trade 6 mois derrière, alors qu'il a encore 4 ans et demi de contrat. Et donc, pas la saison là, mais la suivante, je sais plus c'est à combien, ça doit être là, 2017, 2018, un truc comme ça. Et bah, exceptionnel. Il est All-NBA seconde ou third team. Trop fort. Il a beaucoup la balle en main et tout. Et moi, j'avoue, c'est un joueur que j'ai toujours kiffé. Donc Puis ils font les playoffs. voilà, petite Comment? Puis ils font les playoffs. Ouais, quand ils font les playoffs, ouais, c'est ça, ouais. Avec Stanley Johnson qui trash talk LeBron. Idiot, mais bien joué. Bah, l'histoire, elle est géniale parce que il fait peut-être sa meilleure saison en carrière à Détroit. Ouais. Ah ouais, carrément. Mais il a tellement envie de donner à cette équipe qui ruine son corps en fait pendant les playoffs Ah bah oui, et oui, carrément. Ouais. il en est jamais revenu. Ouais, je comprends pourquoi tu l'as pas mis. Moi, j'avais absolument aucune hype parce que Détroit 0 hype et que c'est un Blake Griffin qui est tout le temps blessé, donc j'avais pas de hype. Oui, Mais oui. l'histoire est Non, mais magnifique. c'est pour ça. Ouais, c'est pour ça que c'est pas de la hype au sens propre en me disant ils vont faire quelque chose, mais on va dire c'est comment dire, un mouvement qui De la m'intéressait. hype Je voulais personnelle, voir. quoi. Carrément, Ouais, voilà, c'est ça. carrément. Paul, t'en avais un dernier ou c'était bon pour toi? Non, moi c'est bon, je pense qu'on a tout dit, ouais. Eh ben écoutez messieurs, on va clôturer le podcast là-dessus, c'était bien cool et on espère que ça vous a plu également. N'hésitez pas à nous donner aussi vos pics de votre côté, c'est terrible. Avant les vacances, on a réussi à tenir les podcasts en 1 heure. Hier, on a fait avec Quentin 1h20 et là on fait 1h36. Mais c'est pas grave, vous pouvez écouter ça en plusieurs fois. En tout cas, n'hésitez pas à laisser des commentaires et à poursuivre les discussions. En tout cas, restez connectés, on trouvera rapidement de quoi parler. À plus.